Que fait un bateau au beau milieu du désert? On s'attendrait plutôt à retrouver un navire près des côtes. Cette question a préoccupé les archéologues pendant des décennies. En 1988, une tempête s'est abattue près de l'un des sites archéologiques majeurs de l'Égypte ancienne. Une structure en bois est alors apparue, dégagée des sables. Elle avait été rongée par les termites, mais les scientifiques étaient résolus à percer son mystère. En l'an 2000, les fouilles ont débuté à proximité d'Abydos, et une équipe d'experts américains a rapidement découvert un bateau de 21 mètres de long. Cependant, cette découverte n'était pas isolée, puisqu'ils ont mis au jour 14 autres embarcations, soigneusement alignées les unes à côté des autres. L'état de ces navires a rendu leur extraction complète impossible, mais, heureusement, le bois était suffisamment bien préservé pour y prélever un échantillon. Les analyses ont révélé que ces bateaux dataient d'environ 5000 ans, faisant ainsi de cette flotte la plus ancienne de l'histoire humaine connue à ce jour. La période de leur construction remonte à 5 siècles, avant l'édification des pyramides de Gizeh. Chaque navire était abrité dans une chambre voûtée, parfaitement adaptée à ses dimensions. Cette pièce mesurait environ un tiers de la taille d'un court de tennis et était entourée de murs en briques de boue, ornés de plus de 120 représentations de bateaux. Ces dessins avaient été incisés sur des murs blanchis à la chaux, remarquablement préservés au fil du temps. Les scientifiques sont au fait de l'existence de ces chambres mystérieuses depuis plus d'un siècle, période durant laquelle un archéologue britannique, Arthur Weigall, a découvert une structure intrigante à l'ouest du Nil. Son équipe a eu un aperçu des murs intérieurs, mais une partie du toit s'est malheureusement effondrée, les contraignant à interrompre leur exploration. Bien que les chercheurs aient abandonné le site, son emplacement a continué d'être inscrit sur les cartes. La position des bateaux a d'abord amené les scientifiques à penser qu'ils se trouvaient sur une rive du Nil. Cependant, cette théorie présentait une faille. Actuellement, le fleuve s'écoule à près de 11 km à l'ouest d'Abydos. Des recherches supplémentaires sur le terrain environnant ont révélé que le Nil n'avait pas changé de cours au fil de l'histoire. De plus, si les bateaux avaient flotté près d'un quai, leur position aurait été instable. Or, les 14 embarcations découvertes à Abydos étaient parfaitement alignées les unes par rapport aux autres. Une seule conclusion pouvait être tirée de cette situation. Quelqu'un les avait délibérément disposées ainsi, ce qui impliquait un effort considérable. Chaque bateau pouvait accueillir jusqu'à 30 rameurs, prouvant ainsi qu'ils étaient adaptés à la navigation. Il ne s'agissait pas de simples maquettes, mais les chercheurs doivent encore déterminer s'ils ont effectivement navigué sur des étendues d'eau de l'Égypte ancienne. Cela n'enlève rien à l'importance de cette découverte. Auparavant, les archéologues n'avaient mis au jour que des modèles réduits. Dans le tombeau de Toutankhamon, par exemple, on dénombre 35 maquettes de bateaux. Et pendant une longue période, ces figurines constituaient les seules indications sur l'apparence des navires de l'Égypte ancienne. La conception de ces bateaux atteste de leur authenticité. Ils constituent les plus anciens exemples connus de ce que l'on appelle des bateaux construits. Dans l'Antiquité, les gens réalisèrent des embarcations primitives en creusant de grands troncs d'arbres, tandis que l'alternative consistait à assembler des roseaux pour former un radeau. Mais les bateaux découverts à Abydos étaient composés de planches attachées ensemble. Cette découverte a marqué une avancée significative dans le domaine de la construction navale. À leur époque, ces bateaux devaient être impressionnants, car le bois représentait une ressource précieuse. Dans le désert, il n'y avait pas de bois, et le cèdre devait être importé du Liban. Seul le pharaon pouvait se permettre un tel luxe. L'étude de la zone entourant l'ancienne flotte a également apporté des éclaircissements supplémentaires. Les scientifiques ont découvert une structure en briques de boue dédiée au culte du pharaon, et sa date de construction approximative coïncide avec celle des bateaux en bois. Les mêmes briques utilisées pour édifier ce bâtiment ont également servi à enfermer la flotte. Lors de leur construction, les salles qui les abritaient étaient dotées d'un plafond, une section que les archéologues ont mise au jour au début du XXe siècle. Tout comme les momies dans leurs sarcophages, ces magnifiques navires reposaient à l'intérieur de voûtes splendides. L'extérieur de ces salles était tout aussi impressionnant. À l'origine, les murs extérieurs étaient revêtus d'un enduit en calcaire blanc qui avait la capacité de réfléchir la lumière. Sous les rayons du soleil désertique, la structure abritant les bateaux devait resplendir à des kilomètres à la ronde. Les bâtisseurs égyptiens anciens ont employé la même méthode pour recouvrir les pyramides 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, leur surface apparaît en dents de scie, mais cela n'a pas toujours été le cas. Lors de leur construction, les pyramides présentaient une fine couche supérieure de calcaire blanc, dont la surface lisse scintillait sous la lumière du soleil. Plutôt que d'avoir des marches, la couche extérieure des pyramides se présentait davantage comme une pente élégante. Les archéologues aussi se posaient une ultime question. À quel pharaon appartenait cette flotte? La réponse se trouvait à moins de 2 km du site.
à l'emplacement du tombeau d'un pharaon de la 5e dynastie, le roi Sésostris III. La période et le style de construction de ce dernier coïncidaient avec ceux des chambres contenant les bateaux. La fin de son règne pourrait expliquer comment ces embarcations ont fini en plein désert. Il est probable que le pharaon soit mort dans le nord de l'Égypte, puis que son corps ait été transporté le long du Nil jusqu'à Abydos, dans une majestueuse procession de bateaux décorés. Les vaisseaux furent ensuite descendus dans des chambres situées près du lieu de dernier repos de leurs propriétaires, ce qui revêtait une signification symbolique. Dans la croyance des anciens Égyptiens, les navires occupaient une place centrale. Leur divinité suprême, le dieu Ré, parcourait le ciel durant la journée sous la forme du soleil, tandis que la nuit, il naviguait à travers le monde souterrain dans une barque solaire. Le pharaon s'identifiait à Ré, ce qui expliquait son besoin d'embarcation dans l'au-delà. Elle représentait le seul moyen de se régénérer, tout comme le soleil se lève chaque jour à l'horizon. Cette croyance perdura pendant des millénaires. Un pharaon emblématique, Khéops, possédait également un navire, découvert par des scientifiques en 1954 à proximité de sa pyramide à Gizeh. Ce dernier est environ 4 siècles plus récent que la flotte d'Abydos, mais le bateau de Khéops était presque 2 fois plus long. La grande pyramide de Gizeh et le tombeau de Toutankhamon figurent parmi les découvertes archéologiques les plus célèbres d'Égypte. Pourtant, de nombreux secrets demeurent enfouis sous les sables infinis du Sahara. Récemment, en 2020, des archéologues ont mis au jour une ville perdue, qualifiée de plus importante découverte depuis celle du tombeau de Toutankhamon en 1922. La ville d'Aton, âgée d'environ 3000 ans, suscite l'espoir des historiens d'obtenir un aperçu de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. L'archéologue et égyptologue renommé Zahi Hawass a décrit ce site comme une cité d'or oubliée. Aton se situe à environ 500 km au sud du Caire, la capitale égyptienne, et se trouve à proximité de la célèbre vallée des rois. Les archéologues ont d'abord découvert des sections de murs en briques de boue qui s'étendaient dans toutes les directions. Puis, ils ont mis au jour des pièces complètes contenant des outils du quotidien. L'équipe de fouilles a également révélé une boulangerie, un quartier résidentiel et un district administratif, tous datant de l'époque où la civilisation égyptienne était à son apogée. Ils ont également été les pionniers dans la fabrication d'objets en fer. En 1911, des scientifiques ont découvert un ensemble de perles en fer près du village d'El Gerzeh en Basse-Égypte. Ces perles représentent les plus anciens artefacts en fer connus à ce jour. Cette découverte est proprement fascinante, car les anciens les ont créées en martelant un morceau de météorite. Ces 9 perles faisaient autrefois partie d'un collier élaboré. Aujourd'hui, elles sont corrodées et noircies, ce qui est parfaitement normal pour un bijou datant de plus de 5000 ans. Composées d'un alliage de fer et de nickel, ces perles témoignent du savoir-faire exceptionnel des anciens bijoutiers. Leur habileté est d'autant plus remarquable qu'ils ignoraient l'origine stellaire du matériau utilisé. La pyramide de Khéops présente également une caractéristique remarquable. Un groupe de recherche international a analysé la réponse électromagnétique de la structure aux ondes radio et a découvert que la pyramide était capable de concentrer l'énergie électromagnétique en son sein. Ce phénomène se produit tant à l'intérieur de ses chambres qu'en dessous de sa base. Elle abrite également une chambre souterraine inachevée. Il semble que cette réponse électromagnétique soit liée aux propriétés du calcaire, le principal matériau utilisé dans la construction de la Grande Pyramide. Les résultats de cette recherche pourraient avoir des applications pratiques, notamment en vue d'améliorer le fonctionnement des cellules solaires et des nanocapteurs. Un fragment de côte de baleine a récemment été découvert dans une mine de Caroline du Nord. Cela pourrait sembler anecdotique. Pourquoi une baleine ne pourrait-elle pas être un mineur de fond, après tout? Cependant, ce morceau fournit aux scientifiques une opportunité rare d'étudier les interactions entre des requins préhistoriques et des baleines datant de 3 à 4 millions d'années. Ce fragment de côte présente 3 marques de dents, révélant que cette baleine a été mordue par un animal possédant des mâchoires extrêmement puissantes. D'après l'espacement des marques, qui atteint près de 6,3 cm, il est possible qu'il s'agisse d'un requin à grandes dents, tel que le mégalodon, ou d'une autre espèce de requin ayant vécu à cette époque. La courbure de la mâchoire du requin indique que l'animal était relativement petit, avec une taille estimée entre 4 et 6 mètres. Quant à la baleine, elle semble avoir été l'ancêtre d'une baleine bleue ou à bosse. Les chercheurs sont stupéfaits. Il est rare de trouver des traces d'interaction et de comportement animal aussi bien préservés sous forme fossile. Après avoir analysé l'échantillon, ils ont conclu que ce requin avait dû repartir avec une bouchée conséquente, mais que la baleine avait survécu, car la majeure partie du fragment fossile
était recouverte d'os métaplastiques. Cette matière osseuse se forme rapidement en réponse à une infection localisée. Il n'est pas particulièrement robuste et est ultérieurement remodelé par le corps en tissu osseux compact, un processus qui prend du temps. La présence de cet os indique que la guérison était incomplète, et la baleine est décédée 2 à 6 semaines après cette rencontre malheureuse. Toutefois, il est également possible que sa mort ne soit pas directement liée à l'infection et à la blessure. Seuls quelques fossiles témoignent de telles interactions entre animaux anciens. On retrouve souvent des marques de morsures sur les fossiles, indiquant où l'animal est décédé et où sa carcasse a été dévorée. Mais ce vestige est l'un des rares à illustrer non seulement une blessure infligée par un autre animal, mais aussi à démontrer que la proie a survécu. Tous les fossiles suscitent l'enthousiasme des paléontologues. Et oui, ces gens devraient peut-être sortir de chez eux plus souvent. Mais certains fossiles peuvent sembler terrifiants aux yeux du grand public. Prenez par exemple cette image montrant des bras tentaculaires et des têtes octogonales. Lors de sa première apparition dans les médias, de nombreux internautes ont avancé qu'il s'agissait d'un organisme ancien, venu de l'espace. D'autres ont estimé que toute l'histoire n'était qu'une imposture. Pourtant, l'image est aussi authentique que le fossile. Ce fossile est connu sous le nom de plaque de mortalité, une représentation fossilisée d'un événement d'extinction massive touchant une ou plusieurs espèces. En réalité, ce fossile renferme plus d'une douzaine de spécimens d'un type d'organisme marin appelé crinoïde. Contrairement à leur apparence, les crinoïdes n'étaient pas des plantes mais des animaux marins. Cette espèce particulière vivait profondément sous l'eau, sur le fond océanique. Les crinoïdes étaient apparentés aux étoiles de mer, aux oursins et aux ophiures. Ces créatures pouvaient s'ancrer au fond marin grâce à des tiges composées de disques flexibles et poreux, reliés par des tissus mous. Ces tiges étaient creuses et abritaient le système nerveux de l'animal. Les crinoïdes absorbèrent l'oxygène par le biais de pieds tubulaires à parois fines. Généralement, ces animaux mesuraient plus de 20 cm de long et possédaient 5 bras ornés de structures semblables à des tentacules plumeux. Ils se nourrissaient de plancton et de matière organique à la dérive. Bien que ces découvertes fossiles soient tout à fait fascinantes, peu de créatures dont nous avons les fossiles ont autant intrigué les scientifiques que le monstre de Tully. Cette étrange créature marine présentait un museau denté ressemblant à une trompe et des yeux écartés le long d'une tige rigide. Mais le plus étrange, c'est qu'il demeure impossible à classer. Depuis la découverte du monstre en 1966, les chercheurs ont envisagé diverses hypothèses concernant son identité, telles que des vers segmentés, des limaces nageuses ou des créatures primitives ressemblant à des anguilles. Plus récemment, certains ont tenté de le relier à des espèces de poissons dépourvus de mâchoires et dotés d'une structure semblable à une colonne vertébrale. Une équipe de scientifiques japonais a utilisé des scanners laser haute résolution pour analyser en 3 dimensions l'anatomie des fossiles du monstre de Tully. Ils en ont conclu que ce fossile énigmatique pourrait finalement être celui d'un invertébré. Toutefois, l'identité véritable de cette créature est toujours indéterminée. Dans les années 1950, un chasseur de fossiles amateur nommé Francis Tully découvrit l'empreinte étrange d'un organisme en forme de torpille, avec une immense nageoire caudale dans les gisements fossilifères de Mason Creek, en Illinois. N'ayant jamais observé de créature semblable, Tully rapporta sa découverte au Musée Field d'Histoire naturelle de Chicago. Les paléontologues de l'institution furent également déconcertés. Depuis lors, les scientifiques n'ont toujours pas réussi à situer cette créature sur l'arbre phylogénétique. En 1741, l'explorateur et capitaine Vitus Jonasson Bering dirigea une expédition visant à cartographier la côte de l'Alaska. Le navire sur lequel il se trouvait fit naufrage sur ce qui est devenu l'île de Bering. La moitié de l'équipage survécut grâce à la découverte d'une énorme vache de mer, ou Hydrodamalis gigas. Avec la viande de ces animaux pour leur donner des forces, les marins parvinrent à construire un petit radeau à partir des débris et à rentrer chez eux. Au cours du voyage de retour, un scientifique au sein de l'équipage consacra son temps à documenter les animaux et les plantes découverts. La vache de mer était particulièrement remarquable car sans elle, l'équipage n'aurait pas survécu. Ces animaux mesuraient plus de 8 mètres de long et pesaient environ 10 tonnes. Toutes les vaches de mer appartenaient à l'ordre des Sirenia, des mammifères marins plus proches des éléphants que des vaches. Le savant les décrivit comme ayant la peau noire, une petite tête et des membres antérieurs trapus. Ces vaches de mer flottaient à la surface de l'eau en se nourrissant d'algues. Une fois l'existence de ces animaux rendue publique, les expéditions de traite de fourrure ont commencé à exploiter ce dépôt très pratique en route. Les vaches de mer, étant très dociles et faciles à chasser, ont été exterminées à peine 27 ans après que le scientifique en a eu parlé. Cependant,
ce n'est pas la partie la plus triste. Les archives fossiles révèlent une histoire beaucoup plus sombre. Des fossiles ont ainsi été retrouvés à travers le monde, du Japon jusqu'au Mexique. Cela indique que ces animaux prospéraient autrefois dans les vastes champs de varech qui entouraient l'ensemble du bassin Pacifique Nord. La population réduite découverte par l'expédition constituait probablement les derniers vestiges d'une population beaucoup plus grande et en bien meilleure santé. Il est fort probable que la chasse pratiquée par les populations aborigènes avait déjà réduit le nombre de ces animaux à un niveau proche de l'extinction. Le coup fatal aura été porté par les chasseurs occidentaux. Aujourd'hui, les proches parents encore vivants de ces anciennes vaches de mer sont rarement chassés, mais ils sont eux-mêmes menacés d'extinction. Pour certains, ce fossile étonnant peut paraître quelque peu troublant. Les numulites sont les fossiles d'animaux dont le nom signifie « petite pièce » en latin. Ces créatures vivaient et prospéraient dans une mer chaude et peu profonde, qui recouvrait une partie de l'Égypte il y a environ 40 millions d'années. Le nom « numulites » laisse entendre que les plus grands spécimens étaient particulièrement prisés à travers l'histoire. Et dans le folklore égyptien, ils sont même surnommés « la monnaie des anges ». Ces créatures possèdent une structure simple et unicellulaire, qui contraste avec leur squelette extrêmement complexe. Observez cette série de spirales superposées. Chaque spirale est divisée en d'innombrables chambres minuscules, et les numulites peuvent atteindre jusqu'à 10 cm de diamètre. Pourtant, ce sont des fossiles d'animaux unicellulaires, apparentés aux amibes. Comment ont-ils donc pu atteindre une telle taille? La raison pourrait se trouver dans leur relation symbiotique avec d'autres organismes plus petits. Pour les espèces modernes, ces symbiotes sont des algues unicellulaires dorées, appelées diatomées. Les coquilles des numulites étant relativement transparentes et plates, elles offrent une grande surface pour la lumière nécessaire à la photosynthèse des diatomées. Pour des raisons encore débattues par les scientifiques, la présence de symbiotes végétaux chez les animaux marins favorise la croissance d'un squelette calcaire chez les hôtes. Ainsi, la taille colossale des numulites en Égypte pourrait être attribuée à leur étroite relation avec des diatomées symbiotiques. Cela vous semble plausible? Fait intéressant, les espèces de numulites ont évolué très rapidement, et leurs fossiles se sont altérés d'une couche de sédiments à l'autre. Ainsi, le calcaire utilisé pour les pyramides de Gizeh est si riche de ces fossiles qu'il est désigné sous le nom de calcaire numulitique. Ce calcaire contient également deux types de numulites, les petites lentilles des esclaves et les grandes monnaies des anges. Cependant, il ne s'agit pas de différentes espèces, mais plutôt de différentes étapes du cycle de vie d'une seule et même créature. Les étés au Moyen-Orient sont si intenses qu'ils transforment radicalement le paysage, faisant ressurgir d'anciennes cités oubliées. En 2018, une ville construite par un mystérieux empire le long du fleuve Tigre a été libérée de son piège aquatique. Les archéologues se sont précipités sur le site, ne voulant pas manquer cette occasion unique de fouiller et d'en apprendre davantage sur l'histoire de cette cité. Ils pensaient avoir découvert Zakiku, une ville de l'âge du bronze, fondée il y a plus de 3000 ans et submergée dans les années 80 lors de la construction du barrage de Mossoul. Autrefois un centre caravanier prospère du royaume Mitanni, elle disposait d'eau en relative abondance, une ressource rare dans la région, garantissant ainsi son succès. Les connaissances sur ce royaume demeurent limitées, car aucune chronique écrite n'a été trouvée lors des fouilles. C'est pourquoi les archéologues étaient enchantés de découvrir le palais complet autrefois occupé par leur souverain. Quelques années plus tard, après un nouvel assèchement de la région, ils ont mis au jour des fortifications protégeant la ville des envahisseurs. La découverte majeure de leur expédition fut un immense entrepôt public contenant des marchandises et des récoltes, des piles de blé et d'orge, ainsi que des métaux et du bois importés. Le pain constituait l'aliment de base des habitants, qui préparaient également de grandes marmites de soupe et des ragoûts de légumes. Chaque foyer élevait des moutons, des chèvres, des vaches et des porcs, assurant une source régulière de lait et de viande pour les grandes occasions. Toutes les constructions découvertes jusqu'à présent ont été édifiées à partir de briques en terre crue. Les murs, submergés pendant plus de 40 ans, sont remarquablement bien préservés, comme s'ils avaient été engloutis l'avant-veille. Le palais royal se distingue par sa taille, ses murs plus épais, et ses pavés également faits de briques de boue cuites et scellées pour être imperméables. Le souverain devait entretenir de bonnes relations avec celui du Grand Empire, dont Zakiku était tributaire. Les commerçants de la ville collectaient des poutres de bois qu'ils entreposaient. Celles-ci provenaient des forêts des montagnes situées au nord et à l'est de la Mésopotamie, et étaient acheminées par le Tigre. Les marchands venaient y écouler leurs marchandises avant de traverser le fleuve vers les régions frontalières.
Zakiku aura été un centre de commerce prospère pendant environ 6 siècles, jusqu'à ce qu'un séisme dévastateur la frappe en 1350. Les archéologues ont retrouvé 5 vases en céramique contenant plus de 100 tablettes d'argile, fabriquées peu après le séisme. Il est presque miraculeux que ces petites tablettes d'argile non cuites aient survécu sous l'eau pendant des décennies. Les créateurs de ces tablettes ont gravé des notes sur l'argile encore humide, traitant de sujets tels que l'inventaire des nouvelles récoltes ou témoignant de leur correspondance avec d'autres royaumes. Une fois les notes gravées, ils les laissaient sécher au soleil. Les scribes devaient également apprendre de nouvelles langues afin que les messages puissent être compris par des personnes étrangères à la cité. Les chercheurs pensent que les tablettes découvertes faisaient partie d'une archive privée. Ils espèrent pouvoir déchiffrer ces textes afin d'approfondir leurs connaissances sur l'histoire de Zakiku et de son royaume après ce séisme dévastateur. Les dégâts infligés au bâtiment étaient tels qu'il était impossible de redonner à Zakiku sa splendeur passée. Les éventuels survivants ont été contraints de quitter la ville. Des décennies plus tard, les Assyriens, également originaires de Mésopotamie, se sont établis sur ces ruines. Ils ont érigé leurs propres habitations en utilisant les structures préexistantes comme enceintes extérieures. Toutefois, leur présence n'aura duré que 50 ans avant qu'ils ne décident de bâtir une nouvelle capitale sur des terres plus fertiles, espérant ainsi prospérer grâce à l'agriculture. Les archéologues qui travaillaient à Zakiku ont dû interrompre leurs fouilles lorsque le niveau de l'eau est remonté, submergeant de nouveau la ville. Ils ont protégé les ruines en les recouvrant de feuilles de plastique étanches, puis de pierres et de gravier, espérant ainsi les préserver de l'érosion aquatique et éviter leur disparition totale. Conscients de l'importance cruciale de l'eau du barrage pour la région, ils prévoient de reprendre les fouilles dès que l'eau se sera de nouveau retirée. Il y a environ 1600 ans, une communauté florissante vivait le long de la rivière Nia, au cœur de ce qui est aujourd'hui le désert du Taklamakan, en République populaire de Chine. Cette rivière, alimentée par la fonte des neiges des montagnes, serpentait à travers le désert sur des kilomètres. Après 3 ans de travail acharné, les archéologues sont parvenus à exhumer 8 tombes, où la chaleur désertique avait parfaitement conservé les vêtements et les objets qu'elles contenaient. Les personnes inhumées devaient appartenir à l'ancienne cité de Nia, un centre autrefois prospère du royaume, situé sur la route de la soie, et qui abritait plus de 3000 âmes avant d'être englouti par les sables du désert. Les ruines de Nia n'ont été découvertes qu'en 1901. Depuis, des scientifiques du monde entier ont tenté de percer les secrets de cette cité. Les tombes découvertes à la fin du XXe siècle semblent avoir appartenu à des membres de l'élite, comme en témoignent les objets luxueux retrouvés. Un carquois et un arc, des pointes de flèches en métal, des boucles d'oreilles en or, un collier de perles de verre, une boîte laquée contenant un peigne, du maquillage et un nécessaire de couture. De la soie de très haute qualité a également été retrouvée, avec des couleurs éclatantes comme le vert et le jaune, demeurées étonnamment intactes. Le tissu comportait également des caractères chinois, citant des ouvrages historiques, ce qui a permis aux scientifiques de dater sa fabrication. Plus tard, les archéologues ont mis au jour un vaste site d'habitation et ont dégagé 3 bâtiments en ruine. Il faudra probablement encore de nombreuses années pour comprendre pourquoi la ville a périclité et ce qu'il est advenu de ses habitants. Des archéologues saoudiens et français ont uni leurs efforts près de Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, et y ont découvert une ancienne colonie datant de 8000 ans. Ils ont eu recours à des technologies de pointe, telles que la numérisation laser, les drones et la photographie aérienne pour révéler ce trésor de l'ère néolithique. Dans ce site archéologique important, ils ont excavé un temple de pierre, les vestiges d'un autel et plus de 2000 sépultures, offrant ainsi un précieux aperçu des anciens rituels. L'équipe a également découvert les fondations de 4 bâtiments imposants, des tours d'angle et des cours extérieures, toutes dotées de réservoirs souterrains pour stocker l'eau destinée à l'agriculture. Un ingénieux système d'irrigation, comprenant des canaux et des citernes, permettait à la ville de prospérer dans l'un des déserts les plus arides au monde. Des dessins rupestres, gravés à même la montagne voisine, illustrent la vie quotidienne des habitants. Les fouilles, en cours depuis plus de 40 ans, continuent de révéler de nouveaux artefacts, offrant toujours plus de réponses aux questions des chercheurs. Des pêcheurs ont découvert des ossements, des outils et des artefacts datant de 9000 ans au fond de la mer du Nord. Des archéologues et des paléontologues britanniques et néerlandais se sont précipités pour examiner ces découvertes, espérant y découvrir des traces du Doggerland submergé. Ils n'ont pas été déçus,
et ont même découvert des empreintes parfaites laissées par les hommes du Mésolithique. Il y a 12 000 ans, lors de la dernière grande période glaciaire, les îles britanniques n'étaient mais pas du tout des îles. Elles faisaient partie d'une vaste terre composée de collines, de marécages et de forêts denses qui les reliaient au continent européen. Cette terre, appelée Doggerland, abritait une société de chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Cependant, avec la fonte des glaciers, le niveau de la mer a commencé à s'élever à une vitesse d'1 à 2 mètres par siècle, forçant les habitants à migrer vers les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Angleterre et aux Pays-Bas. Les experts ont alors décidé d'explorer l'histoire de Doggerland en exploitant les données fournies par les compagnies pétrolières opérant en mer du Nord. Jusqu'à présent, ils ont créé des modèles numériques représentant les 47 000 km² que couvrait Doggerland avant sa submersion. Ils doivent encore analyser des échantillons d'anciens insectes et de plantes préhistoriques ainsi que l'ADN des animaux retrouvés pour obtenir une image complète de cette région disparue. Vous êtes égaré au plus profond des jungles de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Des sons mystérieux résonnent autour de vous, et pour couronner le tout, le crépuscule s'installe peu à peu. Bientôt, vous vous retrouverez seul en plein cœur d'une forêt tropicale inexplorée. Il faut bien admettre qu'entreprendre la quête d'Eldorado en solitaire n'était pas l'idée la plus brillante. Vous continuez d'avancer aussi rapidement que possible, lorsque soudain, attendez. Que distinguez-vous là-bas? Ça ressemble à d'imposants escaliers de pierre. Tout cela n'a rien de naturel. Alors vous saisissez votre appareil pour le prendre en photo. Peut-être n'avez-vous pas déniché l'or, mais vous avez peut-être mis au jour une découverte inestimable. Félicitations, vous venez de découvrir Okomtun, une cité maya oubliée depuis des siècles. Dissimulée à une 60aine de kilomètres au cœur de la jungle, son nom se traduit littéralement par « colonne de pierre ». La pierre devait être prisée à l'époque, car ces bâtisseurs l'ont abondamment employée pour ériger leurs pyramides, leurs habitations et même leurs terrains de jeux de balles. Si vous pensiez que les Européens détenaient l'exclusivité du ballon rond, détrompez-vous. Les Mayas étaient de fervents amateurs de ces jeux, qu'ils pratiquaient pour le plaisir et la compétition. Okomtun s'inscrit dans une série d'autres cités mayas autrefois perdues, qui sont désormais redécouvertes grâce aux avancées technologiques actuelles. Nous aborderons les autres dans un moment. La caractéristique la plus étonnante de celle-ci est sans doute son emplacement au milieu de zones marécageuses, ce qui explique pourquoi elle fut construite sur un terrain surélevé. Cette ville, d'une envergure monumentale, s'étendait sur plus de 50 hectares, soit l'équivalent de 90 terrains de football juxtaposés. Les chercheurs ont mis au jour des indices révélant qu'Okomtun comptait des pyramides pouvant atteindre 15 mètres de hauteur, et qu'elle fut probablement un centre social majeur entre 250 et 1000 après Jésus-Christ. Il s'agit assurément d'un bouleversement majeur. Toutefois, l'exploration des cités mayas disparues remonte déjà au XIXe siècle. Les technologies modernes, telles que l'imagerie LIDAR, permettent aujourd'hui aux archéologues de scruter les forêts denses sans être entravés par la végétation. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'aventurer dans la jungle tropicale au risque de se perdre, comme vous l'avez fait au début de cette vidéo. Le LIDAR fonctionne un peu comme une radiographie. Il projette des faisceaux laser qui détectent les traces de ruines ou de constructions anciennes. D'après Sarah Parcak, une archéologue spécialisée en télédétection spatiale, les images satellitaires ont joué un rôle crucial dans la découverte d'anciennes villes en Amérique du Sud, en Égypte et ailleurs. Elle consacre d'ailleurs la majeure partie de ses journées à analyser minutieusement ces images pour repérer d'éventuelles traces de cités anciennes. Selon elle, les ruines sont souvent enfouies sous la végétation, la terre ou le sable, rendant leur identification particulièrement complexe. Cependant, grâce à ces outils remarquables, les chercheurs ont également découvert d'anciennes chaussées mayas qui parcouraient les anciens territoires de cette civilisation. Admirez donc ces anciens passages. Nous sommes davantage habitués à voir de telles ruines dans des pays du vieux continent. Mais imaginez des routes de 40 mètres de large, blanchies à la chaux, pour guider les voyageurs dans l'obscurité. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de plus de 170 km de ces voies qu'ils estiment antérieures aux premières routes mayas officiellement répertoriées jusqu'à présent. Ces routes, qui traversaient mais parfois des terrains marécageux et étaient même surélevées par endroits, sont aujourd'hui qualifiées de premières super-autoroutes du monde. Bien qu'aucun indice de traction animale n'ait été retrouvé, il est probable que les Mayas les aient utilisés pour se déplacer au sein d'un réseau, pouvant compter jusqu'à 964 peuplements. Construites sous la forme d'une vaste toile d'araignée, ces chaussées, d'après les informations recueillies par les archéologues,
servait à former un système étendu d'échanges économiques et sociaux entre les différentes cités. Cette découverte remet complètement en question l'idée selon laquelle la période préclassique maya, qui remonte à 2000 ans avant notre ère, se limitait à de petits villages tribaux. Imaginez l'ampleur des ressources humaines et l'expertise en ingénierie qu'il a fallu mobiliser pour ériger ces immenses voies blanches. Les archéologues pensent que la construction de ces voies suivait un processus similaire à celui utilisé pour les pyramides, un amalgame de boue et de pierres de carrière, complété par plusieurs couches de calcaire pour leur donner cette teinte éclatante. Assez impressionnant, n'est-ce pas? Prenons cependant un peu de recul pour mieux comprendre le contexte. Les Mayas représentèrent l'une des plus vastes civilisations précolombiennes des Amériques. Jusqu'à présent, les spécialistes estimaient qu'à son apogée, la civilisation maya comprenait plus de 40 cités, regroupant des millions d'habitants. C'est une population considérable. Leur empire s'étendait de la péninsule mexicaine du Yucatan jusqu'au Guatemala et au Belize, avec une économie fondée principalement sur l'agriculture. Toutefois, la péninsule présentait un environnement particulièrement hostile pour la culture. Les Mayas ont donc dû concevoir des systèmes d'irrigation sophistiqués dans la plupart de leurs cités. Outre la construction de pyramides, de bâtiments cérémoniels et de places, ils ont aussi développé un système astronomique à nul autre pareil. Grâce aux anciennes technologies dont ils disposaient, ils étaient en mesure de prédire avec précision la position de planètes comme Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Si vous n'avez jamais vu d'exemple de cité maya ancienne, voici Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal est réputée pour avoir été la capitale d'un ancien État maya conquérant. À son apogée, cette ville était aussi influente que des métropoles comme Londres ou New York le sont aujourd'hui. Elle est composée d'un ensemble de monuments complexes, dont l'Acropole Nord, l'un des plus anciens de Tikal. Façonnée exclusivement par des mains humaines vers 350 avant notre ère, elle servait de sépulture aux rois et aux dignitaires. Les monuments, pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur, étaient autrefois ornés d'une splendide peinture rouge, une couleur chère aux Mayas. Mais de nos jours, il ne reste que la pierre calcaire exposée. Chichén Itzá, quant à elle, abrite l'une des pyramides les mieux conservées au monde. Située dans l'état du Yucatan, cette ville maya remonte à plus de 1500 ans. À son apogée, elle comptait environ 35 000 habitants et s'étendait sur une superficie de 10 km². Le site est dominé par El Castillo, un majestueux temple pyramidal de 24 mètres de haut. Ce qui le distingue particulièrement, ce sont les 91 marches de chacune de ses 4 faces qui, en y ajoutant la plateforme supérieure, totalisent 365 marches, correspondant au nombre de jours de l'année solaire. Il est évident que c'était une civilisation de grande ampleur, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour cette raison que le mystère de son déclin reste si difficile à élucider. Les indices relatant l'effondrement de cet empire autrefois puissant sont rares. Quelle en aurait été la cause? Une sécheresse dévastatrice peut-être? Des recherches menées en 2017 ont apporté quelques éléments nouveaux susceptibles d'éclaircir ce mystère. À partir des données recueillies sur le site de Ceibal, au sud-ouest de Tikal, les chercheurs ont examiné les résultats des analyses de radiocarbone, ainsi que les découvertes issues des fouilles archéologiques et des céramiques, pour obtenir de nouvelles informations sur le déclin inattendu de cette grande civilisation. Les résultats indiquent que les Mayas n'ont probablement pas subi un effondrement soudain, mais plutôt une série de vagues d'instabilité sociale et de crises politiques. Ces bouleversements auraient entraîné la dégradation des centres urbains et amorcé la dispersion de la population maya. Il reste néanmoins difficile de déterminer avec précision les causes exactes de ce déclin. Cela dit, de récentes découvertes apportent un éclairage important sur l'histoire de l'humanité, touchant non seulement l'Empire Maya, mais aussi d'autres civilisations disparues d'Amérique du Sud. Une découverte majeure au Brésil, réalisée grâce à l'imagerie satellitaire, suscite également la stupeur des scientifiques. Des images prises à proximité du Rio Xingu, dans la région amazonienne, suggèrent que des villes peuplées de millions de personnes auraient pu exister au cœur de la jungle, bien avant l'émergence de notre civilisation moderne. Si cela ne vous surprend pas, difficile de dire ce qui le ferait. Des images satellites ont également révélé un réseau de tranchées datant de 200 à 1200 après Jésus-Christ, au sein de la forêt bolivienne. Ces traces suggèrent la présence de communautés pouvant abriter environ 60 000 personnes au cœur de la jungle. Lorsque des chercheurs de l'Université de Floride se sont rendus sur le terrain pour vérifier les données satellitaires,
Ils ont eu la surprise de découvrir plusieurs monticules, accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont aussi mis au jour des vestiges de murs soigneusement élaborés, organisés autour de places et rappelant les constructions typiques des anciens Mayas. En novembre 1922, un garçon marchant dans les montagnes désertiques d'Égypte a découvert des marches antiques taillées dans la roche. Par la suite, cette découverte est devenue l'une des plus grandes et des plus importantes découvertes archéologiques au monde. Cette marche faisait partie du tombeau intact de Toutankhamon. Les archéologues ont trouvé environ 5000 objets anciens, dont des bijoux, des tissus, des vases peints et des masques funéraires. Tu as probablement vu l'un d'entre eux. Il est devenu l'un des attributs les plus reconnaissables de l'Égypte ancienne. Plus de 100 ans se sont écoulés depuis. Aujourd'hui, l'humanité s'est enfin rapprochée d'une autre découverte de grande envergure, la tombe de Cléopâtre. Cette reine a été la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte, qui a siégé sur le trône de 51 à 30 avant notre ère. Il existe de nombreux documents anciens sur Cléopâtre, son règne et sa personnalité hors du commun. Mais jusqu'à présent, personne n'avait découvert les secrets de son décès et de son lieu de sépulture. Kathleen Martinez, archéologue, étudie depuis des décennies les documents anciens et les temples autour d'Alexandrie et a conclu que la tombe de la reine devait se trouver sous la cité antique de Taposiris Magna, Tapusiris Magna, fondée en 280 avant notre ère. Il s'agissait d'une grande ville située sur la côte nord de l'Égypte, où des dizaines de milliers de personnes travaillaient dans le commerce et l'industrie. Et il semble que les suppositions du docteur Martinez se soient révélées exactes. Avec un groupe d'archéologues, elle a découvert un tunnel souterrain secret près d'Alexandrie, d'une longueur d'environ 1300 mètres. Il a été creusé dans la roche sous le temple de Taposiris Magna. Au cours des fouilles, ils ont trouvé de nombreux éléments qui indiquent que la tombe de Cléopâtre se trouve dans les profondeurs du tunnel. Il est également possible qu'elle y soit enterrée avec le commandant romain Marc-Antoine. Selon des documents anciens, Cléopâtre et Marc-Antoine s'aimaient et s'opposaient ensemble au Sénat romain, qui déclarait Antoine traître. Le fait que des catastrophes naturelles se soient produites sur le territoire de Taposiris Magna pendant des milliers d'années peut compliquer les fouilles. Des tremblements de terre et des inondations ont détruit la ville, et peut-être inondé ces tunnels souterrains. Mais les archéologues espèrent peu que l'ancienne tombe est restée intacte, et qu'elle cache de nombreux trésors et documents sur la vie royale de l'Égypte ancienne, sous le règne de la dernière dynastie. Il est possible que les fouilles se déroulent sous l'eau et dans la boue. Cela demandera beaucoup de temps et de moyens financiers, mais les archéologues sont sûrs que cela en vaut la peine. Quoi qu'il en soit, il est trop tôt pour affirmer que Cléopâtre est réellement enterrée à cet endroit, mais les scientifiques ont trouvé de nombreux objets dans le tunnel qui le confirment, notamment des pots en argile, des dizaines de pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand, ainsi qu'un buste à l'effigie de la reine égyptienne. Cléopâtre reste l'une des personnalités les plus populaires d'Égypte, au même titre que Ramsès III et Toutankhamon. Elle a inspiré de nombreux films, peintures et livres. Mais qu'est-ce qui l'a rendue si populaire? Elle est devenue célèbre pour son inconstance. C'était une souveraine belle et intelligente qui a sorti l'Égypte de la crise et en a fait une puissance prospère. Les textes arabes médiévaux indiquent qu'elle connaissait la chimie, les mathématiques et la philosophie, et qu'elle a peut-être écrit plusieurs ouvrages scientifiques. Elle connaissait plusieurs langues et avait d'excellentes compétences diplomatiques. Par ailleurs, de nombreuses légendes affirment qu'elle était une femme fatale, qui rendait beaucoup d'hommes fous. Cependant, rien ne prouve que sa beauté était incomparable. Hollywood a créé l'image d'un modèle éblouissant en tournant plusieurs films dans lesquels des actrices célèbres interprétaient le rôle de Cléopâtre. L'empereur romain Octave, fils adoptif de Jules César, a quant à lui créé l'image d'une séductrice insidieuse parce qu'il était son ennemi. Bien qu'elle soit née en Égypte, Cléopâtre n'était pas égyptienne. Ses ancêtres étaient des Grecs, dont l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Cependant, le peuple égyptien l'aimait. Elle a appris la langue et a été très sensible aux traditions de ce pays. Elle connaissait bien l'histoire, la mentalité et les coutumes de l'Égypte ancienne. Elle a relevé le niveau de l'économie égyptienne et renforcé le statut de l'Égypte en tant que puissance mondiale. Tout cela a été rendu possible en grande partie grâce à sa ruse et à sa force de persuasion. Elle aimait les représentations théâtrales et les fêtes somptueuses. Elle savait comment surprendre les gens et se donner en spectacle.
Mais derrière l'image extérieure d'une amatrice de luxe se cachait une souveraine intelligente et calculatrice. L'Égypte ancienne était un pays riche et luxueux, et Cléopâtre a tout fait pour accroître sa richesse et renforcer sa position sur la scène internationale. Par exemple, une fois, elle était en conflit avec son frère Ptolémée XIII. Sachant qu'elle ne pourra pas lui résister, la reine a décidé d'attirer Jules César à ses côtés. L'empereur romain est arrivé à Alexandrie, où Cléopâtre voulait le rencontrer. Mais Ptolémée a eu vent de ses projets et a voulu l'empêcher de se rendre auprès de César. Au lieu d'une arrivée riche et bruyante, Cléopâtre décide de passer inaperçue. Elle s'enveloppe dans un tapis ou un sac de lin que les serviteurs de l'empereur transportent dans les appartements privés de César. Cléopâtre sort du tapis et impressionne l'empereur romain par sa beauté et sa détermination. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et deviennent de proches alliés. Quelque temps plus tard, elle impressionne un autre Romain influent à des fins diplomatiques. Elle se rend à la rencontre de Marc-Antoine sur une barge dorée au voile pourpre et aux rames d'argent. Cléopâtre est habillée à l'image d'Aphrodite et est assise sous un magnifique dais. Zeus, serviteur, déguisé en Cupidon, souffle dans son éventail et brûle de l'encens. Mais Cléopâtre a créé un tel spectacle pour une raison bien précise. Elle savait qu'Antoine vénérait la mythologie grecque et se considérait comme l'incarnation de Dionysos. Cette femme l'impressionne tellement qu'il finit par l'épouser. Cléopâtre défend sa couronne, renforce son alliance avec Rome et donne 3 enfants à Antoine. En Égypte, ils organisent de grandes fêtes et jouissent de la richesse et du pouvoir. Cependant, la relation d'un haut fonctionnaire avec la reine égyptienne provoque un scandale à Rome. Comme Octave est le principal adversaire d'Antoine dans la lutte pour le pouvoir, il exploite la situation pour ternir la réputation de son concurrent. Il utilise la propagande pour faire de Cléopâtre une séductrice insidieuse aux yeux des citoyens romains. Il accuse Antoine d'avoir succombé à ses charmes. Le Sénat romain soutient Octave et déclare Cléopâtre ennemie. En 33 avant notre ère, ce conflit atteint son apogée lorsque la marine d'Antoine affronte la flotte d'Octave. Ce dernier l'emporte et oblige son ennemi à fuir en Égypte avec Cléopâtre. Selon certaines sources, il se serait réfugié près d'Alexandrie. Poursuivi par les Romains, il se cache dans l'un des palais de Cléopâtre et trouva la mort. Certaines légendes racontent que Cléopâtre était experte en poison. Elle aurait provoqué la morsure d'un serpent venimeux, une vipère ou un cobra égyptien. Selon une autre légende, elle se serait piquée avec une aiguille empoisonnée. Une théorie veut que Cléopâtre ait toujours transporté une ampoule de poison dans sa brosse à cheveux. Lorsqu'elle était coincée, elle imbibait l'aiguille de ce poison et se piquait. Rien de tout cela n'est certain. Les scientifiques tentent toujours de découvrir la vérité. Peut-être que lorsqu'ils atteindront la tombe de Cléopâtre, le monde obtiendra plus de réponses sur son destin tragique. Elle est considérée comme la dernière souveraine d'Égypte. Après sa mort, Octave pille ses palais et ses temples et retourne à Rome, où il devient le principal empereur. Il gouverne le pays avec succès et en élargit les frontières. Son règne s'est achevé à l'âge de 75 ans. L'histoire du monde aurait été différente si Cléopâtre et Marc-Antoine n'avaient pas perdu cette bataille navale. À propos, saviez-vous qu'il s'est écoulé plus de temps entre le règne de Cléopâtre et le volume de Neil Armstrong sur la Lune qu'entre le règne de la reine égyptienne et la construction de la grande pyramide de Gizeh? Armstrong a posé le pied sur le satellite de la Terre en 1969, soit 2038 ans après la naissance de Cléopâtre. Et la construction de la pyramide a eu lieu en 2560 avant notre ère. Imagine la longueur de l'histoire de l'Égypte ancienne. Cléopâtre est plus proche de nous dans le temps que les pyramides. Quand tu entends parler de ruines anciennes, tu ne les imagines jamais suspendues quelque part, ou simplement accrochées à la branche d'un arbre, n'est-ce pas? En fait, pour la plupart des objets anciens que nous avons exposés dans les musées du monde entier, les archéologues ont fait un travail de fouille impressionnant. Tu vois, les bâtiments ont cette drôle de façon de se dégrader avec le temps si l'on n'en prend pas soin correctement. Parfois, nous devons réutiliser certains matériaux de construction et une bâtisse plus ancienne peut alors être sacrifiée dans le processus. D'autres fois, les maisons sont abandonnées et dès qu'elles sont exposées aux éléments en surface, comme la pluie ou le soleil, elles n'ont plus aucune chance. Certaines s'écroulent tout simplement sous l'effet de la bonne vieille érosion. La seule façon pour un édifice de survivre à l'épreuve du temps est d'être enterré en profondeur. Mais comment ces architectures finissent-elles par être enterrées? C'est une véritable comédie d'erreurs. Les villes anciennes avaient l'habitude d'élever progressivement le niveau de leur sol.
comme un enfant qui ajoute des garnitures à sa coupe glacée. En effet, ces colonies étaient toujours occupées à collecter de la nourriture et des matériaux de construction pour faire face à l'augmentation constante de leur population. Mais qui a le temps de s'occuper des déchets et des ordures? À l'époque, ce n'était pas vraiment une priorité sur leur liste de tâches. Ainsi, lorsqu'il s'agissait de construire de nouvelles maisons, les civilisations anciennes économisaient leur sueur et leurs larmes en empilant les décombres et en construisant directement dessus. Mais ce n'est pas tout. De temps en temps, les rivières entrent en crue et déposent une couche de sédiments sur le sol des villes. Cela a pour effet d'encapsuler encore davantage ces anciennes constructions. Et dans les régions sèches, comme le désert, où le vent aime à montrer ses mouvements de danse de sable et de poussière, tu peux parier que c'était une lutte constante pour garder les établissements propres. Un exemple hilarant est celui du Sphinx, dont la tête était enfouie dans le sable jusqu'à ce qu'un groupe d'archéologues le mette au jour en 1917. Certaines villes anciennes ont fini par être recouvertes parce qu'elles étaient complètement abandonnées. Avec moins d'activité humaine pour contrôler leur expansion, les graines de plantes n'ont pas pu résister à l'opportunité et ont germé un peu partout. Elles ont absorbé le dioxyde de carbone de l'air et se sont développées, ajoutant de plus en plus de volume au sol. Scieuses racines effrontées ont même décidé de stabiliser le sol constitué de matière végétale en décomposition, créant ainsi plusieurs couches de terre. C'est comme si Mère Nature s'était lancée dans un ultime projet de bricolage, avec les plantes comme fidèles auxiliaires. Fouiller dans les secrets des civilisations anciennes, ce n'est pas seulement déterrer un monde perdu, c'est aussi une quête épique pour révéler les trésors cachés sous les couches de l'histoire. Mais comment les archéologues savent-ils d'abord où creuser? Si tout est recouvert de multiples couches de sédiments, de débris et de racines de plantes, ils doivent avoir une sorte de système auquel ils se fient avant de se lancer dans un nouveau projet, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce ne sont pas toujours eux qui suggèrent des fouilles archéologiques à tel ou tel endroit. Je m'explique. Supposons que tu sois un entrepreneur et que tu souhaites construire un nouveau complexe d'appartements luxueux dans ta ville. Cependant, certaines législations locales imposent des exigences avant que ton projet ne puisse démarrer. Par exemple, avant de commencer à construire sur un terrain, il peut être nécessaire de faire appel à des spécialistes pour vérifier le sol. Ces personnes intelligentes peuvent être des archéologues, des géologues ou des paléontologues, et elles doivent garder un œil sur le processus en phase de développement. En cas de découverte d'artefacts ou d'écofacts, termes savants pour désigner des vestiges organiques, ces experts interviennent pour les fouiller et les étudier. Mais qu'en est-il des sites qui n'ont rien à voir avec les bulldozers et les chapeaux jaunes? Les archéologues ont plus d'un tour dans leur sac lorsqu'il s'agit de localiser les points chauds de l'Antiquité. Ils plongent dans les archives historiques et font un travail de détective. En recherchant de vieux documents et de vieilles cartes, ils peuvent reconstituer le puzzle de l'activité humaine dans une région donnée. Si un site a déjà été visité, c'est encore mieux. La découverte de traces de fouilles antérieures ou de récits historiques peut donner aux archéologues de nombreuses informations sur les endroits où poursuivre leur chasse au trésor. Avant de commencer à manier leur pelle, les archéologues se livrent à une sorte de balayage visuel. Armés d'un système de quadrillage, ils se promènent sur le site, à l'affût de tout artefact susceptible de se cacher juste sous la couche supérieure de la terre. Qu'il s'agisse d'outils en pierre taillée, de verres historiques ou même d'anciennes décharges, oui, elles ont aussi de la valeur. Ces explorateurs à l'œil vif peuvent repérer des signes d'activité humaine plus rapidement que la plupart des gens. S'ils tombent sur un hamac coquillé, terme savant pour désigner un dépôt d'ordures, ils savent avec certitude que l'homme a jadis habité cet endroit. Les archéologues ne se contentent pas de leur fidèle pelle. Ils disposent d'un arsenal de gadgets pour les aider dans leur recherche de merveilles cachées. Les outils géophysiques sont en quelque sorte leurs armes secrètes. Prenons l'exemple du résistivimètre. Cet appareil astucieux mesure la composante électrique du sol et tout élément ou artefact enfoui. Un mur enterré, par exemple, produira une résistivité différente de celle du sol environnant. Les magnétomètres et les géoradars fonctionnent de la même manière, mettant en évidence les indices potentiels de trésors anciens dans le sol. Et qui pourrait oublier notre vieil ami, le GPS? Il aide les archéologues à cartographier des emplacements précis, comme une carte au trésor high-tech les menant directement à leur pot d'or. Tu souhaites visiter virtuellement certains des sites archéologiques les plus importants du monde? Suis-moi. Au Royaume-Uni, par exemple, tu trouveras cet endroit intéressant appelé Stonehenge. C'est l'un des nombreux Henges répartis dans le pays, mais celui-ci est vraiment exceptionnel. Imagine cela. Des pierres anciennes et massives se dressent fièrement, disposées sous forme d'un anneau à l'extérieur et d'un fer à cheval à l'intérieur, avec quelques pierres plus petites pour faire bonne mesure. Et devine quoi? Ces pierres étonnantes existent depuis plus de 5000 ans. C'est ce que l'on appelle une longévité à toute épreuve.
C'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon le folklore local, le légendaire magicien Merlin a sorti sa baguette magique et a téléporté ses pierres massives depuis l'Irlande. Apparemment, des géants les avaient assemblées là-bas, mais Merlin a décidé qu'elles seraient bien plus belles à leur nouvel emplacement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement des ruines d'un ancien édifice spirituel romain. Ces structures étonnantes ont été construites par nos ancêtres de l'âge du bronze. Avec leurs outils simples et leur technologie limitée, ils ont réussi à créer ce chef-d'œuvre monumental. Impressionnant, non ? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette région. L'objectif initial de Stonehenge reste encore aujourd'hui un mystère. Certes, il existe de nombreuses théories, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur le sujet. On sait cependant qu'il est parfaitement aligné pour accueillir le lever du soleil lors des solstices d'été et d'hiver. L'ancienne ville de Pompéi est un site archéologique tout aussi étonnant. Imagine un peu, le Vésuve, un fauteur de troubles notoires, a décidé de piquer une crise volcanique et a complètement recouvert cette ancienne ville romaine. Il l'a transformée en capsule temporelle, située à l'extérieur de l'actuelle Naples, en Italie. En 1748, une bande d'explorateurs aventureux est tombée sur Pompéi. Ils ont découvert alors un trésor de choses bien conservées. Des rues, des maisons, de la nourriture, probablement un peu périmée, des bijoux clinquants, des sculptures raffinées, des fresques colorées, des objets ménagers de tous les jours, et même des restes humains et animaux. C'était comme une fête archéologique épique. À première vue, Pompéi avait tout pour plaire. Des maisons et des villas de luxe, une immense arène de 20 000 places, de jolies petites boutiques d'artisans, des lieux de rencontre comme des tavernes, sans oublier les endroits coquins comme ces bains luxueux où l'on pouvait se faire dorloter intensément. Il y a aussi le sanctuaire d'Apollon, où les gens se réunissaient pour leur culte quotidien. Et bien sûr, le cœur animé de la ville, le forum de Pompéi, où tous les gens branchés avaient l'habitude de se retrouver. Et devine quoi ? Pompéi est tellement cool qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1977. C'est en quelque sorte le panthéon de l'histoire. Cette liste comprend également de nombreux autres bâtiments et sites célèbres, comme le Taj Mahal en Inde et l'Acropole d'Athènes en Grèce. Nous sommes en 1898 et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup, plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère ? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright,
que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeur, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne, et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un OPART, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Et l'oiseau de Saqqara n'est pas le seul exemple d'une telle chose. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'Anticythère dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Les premières toilettes à chasse d'eau ont-elles été inventées au XXe siècle? Et non. Les Minoens de Crète et la civilisation de la vallée de l'Indus ont mis au point cette super invention à peu près à la même époque, il y a environ 4000 ans. Leur modèle de plomberie était si bien conçu qu'il a fallu attendre 2000 ans avant de voir apparaître quelque chose d'aussi performant. Une ancienne toilette minoenne a été découverte dans le palais de Knossos. Elle était équipée d'un siège de bois placé juste au-dessus d'un tunnel qui conduisait l'eau d'un réservoir vers un égout souterrain. D'autres toilettes nécessitaient un apport d'eau à l'aide de cruches. Seuls les riches pouvaient s'offrir un tel luxe. À l'époque, si tu possédais un bien immobilier, les toilettes chasse d'eau étaient le signe de ton appartenance aux plus hautes sphères. Les portes automatisées étaient une chose nouvelle en 1931. Mais la technologie qu'elles utilisent est en fait beaucoup plus ancienne. Elle date du 1er siècle de notre ère. Le mathématicien et ingénieur Héron d'Alexandrie imagina à cette époque un système capable d'ouvrir et de fermer les portes. Pour faire fonctionner son invention, il fallait allumer un feu. Un pot en laiton était placé sous le feu, à moitié rempli d'eau. Le pot était ensuite relié à des récipients qui servirent de poids. Grâce à la chaleur, l'eau se déplaçait dans les récipients qui descendaient et tiraient sur les cordes. Rien à voir avec une porte de supermarché qui s'ouvre et se ferme grâce à l'électricité. La porte de Héron mettait des heures à s'ouvrir, et il n'y avait aucun moyen d'arrêter le processus. C'est pourquoi on n'ouvrait les portes qu'une fois par jour, avant que les gens n'entrent dans les temples. Cela ajoutait un peu de mystère aux cérémonies. Incroyable. Il semblerait que la toute première batterie ait été inventée à Bagdad, il y a environ 2000 ans. Un archéologue allemand a découvert une jarre d'argile de forme ovale en 1938. Les scientifiques ne savent toujours pas à quoi elle servait ni qui l'a inventée. Selon une théorie, elle aurait été utilisée pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Lorsqu'elle était remplie d'un acide faible, comme du vinaigre, la batterie produisait environ 1 volt. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un récipient destiné à recevoir des rouleaux sacrés. Que dirais-tu de lentilles de contact conçues par Léonard de Vinci? En 1508, il inventa une lentille de verre munie d'un petit entonnoir. Il n'y avait qu'à verser de l'eau à l'intérieur, et cela améliorait la vision. Mais ce n'était pas super pratique. 100 ans plus tard, René Descartes décida d'améliorer cette idée.
On dit lentilles de contact, parce qu'elles sont censées entrer en contact avec les yeux, tu vois? Ce tube de verre rempli de liquide permettait une meilleure vision. Mais il était hélas impossible de cligner des yeux. 2 siècles et demi plus tard. La technologie du verre permit aux scientifiques de concevoir des lentilles qui s'inséraient dans l'œil et permettaient même à leurs porteurs de cligner des yeux. Une belle invention. Toutefois, ces lentilles étaient fabriquées en verre soufflé et l'œil ne pouvait pas respirer. Une 50aine d'années plus tard, les concepteurs adoptèrent le plastique, plus léger, incassable et résistant aux rayures, même si les lentilles couvraient encore l'œil entièrement. Ce n'est qu'en 1948 qu'un certain Kevin Tuohy ponça une lentille en plastique et se rendit compte qu'elle restait en place même en ne couvrant que la cornée. Imagine-toi vivre dans le Londres du 19e siècle et avoir besoin d'envoyer un message à New York. Cela prenait alors une dizaine de jours. Du coup, lorsqu'en 1858 les délais passèrent de quelques jours à quelques heures, ce fut une véritable révolution. Le premier message fut envoyé par la reine Victoria elle-même, grâce à un câble télégraphique transatlantique qui passait sous l'océan. Hélas, cette invention ne survécut que quelques semaines. Et il fallut attendre des années pour qu'on puisse à nouveau s'en servir. Les archéologues égyptiens ont récemment fait une découverte extraordinaire près du Caire. Roulement de tambour, s'il vous plaît. La momie la plus ancienne et la plus complète jamais mise au jour dans le pays. Cette momie, vieille de 4300 ans, a été trouvée dans un ensemble de tombes près de la pyramide à degrés de Djéser, datant de l'ancien empire égyptien. Elle était recouverte de couches d'or. L'équipe a également découvert plusieurs autres tombes, dont une appartenant à un haut dignitaire égyptien et une autre à un gardien des secrets, qui présidait aux cérémonies. Une autre tombe intéressante était celle d'un scribe, qui contenait les plus grandes statues jamais découvertes dans la région. Ce vaste site funéraire abrite également plus d'une douzaine de pyramides et de lieux de sépulture. L'une des momies les plus célèbres au monde est probablement celle d'Hatshepsut. Elle a gouverné l'Égypte pendant environ 20 ans, érigé de nombreux édifices impressionnants et créé de nouvelles routes commerciales. Cependant, lorsque l'archéologue Howard Carter a découvert son tombeau dans la vallée des rois, son sarcophage était vide. Carter a néanmoins trouvé 2 cercueils dans une autre tombe, dont l'un appartenait à la nourrice d'Hatshepsut et l'autre à une femme inconnue. En 2006, une équipe de spécialistes a décidé d'enquêter pour déterminer si cette femme mystérieuse était la reine en personne. Ils ont découvert une molaire dans une boîte en bois portant le nom d'Hatshepsut, et lorsqu'ils l'ont comparée à la mâchoire de la momie, elle correspondait parfaitement. Ramsès II était un souverain des plus remarquables, mais c'est sa momie, plus encore que ses accomplissements, qui aura finalement marqué l'histoire. Ramsès est considéré comme le pharaon le plus puissant de toute l'Égypte, ayant régné durant pas moins de 6 décennies. Il a également vécu jusqu'à l'âge canonique de 90 ans, ce qui était tout à fait remarquable compte tenu de l'époque à laquelle il vivait. Ramsès II aurait eu plus de 100 descendants, parlé d'une famille nombreuse. À sa mort, son corps fut initialement enterré dans la vallée des rois, mais des pillards tentèrent de dérober les trésors de son tombeau. Ses successeurs, ne pouvant tolérer de tels actes, déplacèrent donc son corps vers un lieu tenu secret pour le protéger. Avance rapide jusqu'au 19e siècle, quand la momie de Ramsès II fut découverte avec celle d'autres souverains et dignitaires. Cependant, elle n'était pas en très bon état. Les archéologues décidèrent donc de l'envoyer à Paris pour des soins appropriés. Le problème, c'est qu'il ne pouvait tout simplement pas être expédié vers un autre pays. La seule solution fut de donner à Ramsès II un passeport. Sa profession y était indiquée comme « roi », et le document comportait même sa photo. La plupart des momies ne sont pas nécessairement réputées pour avoir une peau très hydratée, mais celle d'une femme originaire de Chine et surnommée Lady Di prouve le contraire. Non, nous ne parlons pas de cette Lady Di, mais d'une marquise remontant à la dynastie Han, découverte dans un tombeau richement décoré en 1971. Grâce aux conditions particulières de son sépulcre, humidité et absence d'oxygène, son corps était presque parfaitement préservé. Sa peau était douce, ses cheveux impeccables, et elle était encore souple. Le musée qui expose aujourd'hui sa momie montre également une multitude d'objets luxueux enterrés avec elle, comme de la vaisselle et des instruments de musique. Les archéologues, en examinant la momie de plus près, découvrirent qu'elle était décédée d'une crise cardiaque vers l'âge de 50 ans. Bien qu'elle ait quitté ce monde depuis plus de 2000 ans, Madame Di continue de fasciner. La momie d'Ötzi, l'homme des glaces, fut découverte dans les Alpes en 1991.
Les autorités autrichiennes pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne, tant il était bien conservé. Il s'avéra qu'il provenait en réalité de l'âge du cuivre. Grâce à l'étude de sa momie, retrouvée dans un col de montagne à plus de 3000 mètres d'altitude, nous en avons énormément appris sur la vie en Europe durant le Chalcolithique. Par exemple, nous savons qu'il était originaire d'Europe centrale et qu'il consommait régulièrement de la viande. Il souffrait également d'arthrite, de rétrécissement des artères et de troubles intestinaux. Mais il utilisait probablement l'acupuncture et des herbes médicinales pour traiter ses affections. Apparemment, il était aussi très habile de ses outils. Il les avait aiguisés quelques jours à peine avant sa mort prématurée. Peut-être anticipait-il des ennuis? Ou se préparait-il simplement pour une tâche de routine? Le roi Toutankhamon et son histoire figurent parmi les plus célèbres de toutes les momies d'Égypte. Ce pharaon est décédé à l'âge précoce de 19 ans, il y a plus de 3 millénaires, mais sa momie reste l'une des plus emblématiques au monde. Lorsque son tombeau a été ouvert en 1922, l'excitation était à son comble car il était encore intact, contrairement à de nombreux autres tombeaux royaux. Il contenait des sarcophages somptueusement ornés, dont un en or massif. Non seulement le tombeau de Toutankhamon nous a offert un aperçu de l'histoire de l'Égypte ancienne, mais sa momie nous a également beaucoup appris sur l'époque dans laquelle il vivait. L'analyse de son ADN a permis d'identifier ses parents et a révélé que le pharaon souffrait d'une rare maladie osseuse qui aurait pu le rendre invalide. Ginger est probablement l'une des momies les plus fascinantes dont vous entendrez jamais parler. Il ressemble à un voyageur temporel venu d'il y a 5000 ans, arborant encore ses cheveux dorés et ses ongles parfaitement préservés. Ginger a été découvert en Égypte et est considéré comme le corps momifié le plus ancien jamais découvert. Avant que les Égyptiens ne maîtrisent l'art de la momification, ils plaçaient les corps dans des tombes peu profondes, dans le sable chaud et sec. Comme ce dernier absorbait toute l'eau, les bactéries ne pouvaient ne pas se reproduire, et le corps était ainsi préservé naturellement. Aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas certains que la préservation de Ginger était intentionnelle, mais étant donné que sa sépulture était constellée de poteries, il est probable que ceux qui l'y ont enterré aient connu des techniques de préservation avancées. Si vous souhaitez rencontrer Ginger en personne, il est actuellement exposé au British Museum. Un collectionneur d'art néerlandais a acquis une statue de Bouddha en Chine et a fait une découverte surprenante. Elle contenait une momie cachée à l'intérieur. Hélas, le corps était trop fragile pour être déplacé. Il a donc fallu le laisser sur place. La partie la plus impressionnante est que cette momie a plus de 1000 ans et qu'elle avait été exposée pendant 200 ans avant d'être enfermée dans cette statue. Lorsqu'ils en ont effectué la tomographie, les scientifiques ont découvert que la momie était remplie de morceaux de papier couverts d'écriture. Les experts pensent qu'il aurait pratiqué l'automomification, un processus radical impliquant un régime alimentaire particulier et un thé qui rend le corps moins susceptible aux bactéries. Seules quelques personnes pouvaient accomplir ce rituel, et celles qui y parvenaient étaient profondément respectées. Peu de reines égyptiennes ont autant intrigué les scientifiques et les historiens que la sublime Néfertiti. Si l'on en croit ses effigies, elle était renommée pour son cou élancé, ses grands yeux et ses pommettes saillantes. Son nom se traduit d'ailleurs par « La belle est venue ». Si ça ce n'est pas de la prédestination. Bien qu'elle ne fût pas pharaon elle-même, Néfertiti a tout de même réussi à laisser une empreinte durable. Les archives suggèrent qu'en tant qu'épouse royale, elle était extrêmement influente. En raison de son pouvoir, elle était certes admirée, mais s'était également fait de nombreux ennemis tout au long de sa vie. Elle était également liée à Toutankhamon, mais pas par le sang. Il s'agissait de sa belle-mère. Jusqu'à présent, sa momie n'a toujours pas été identifiée, mais cela pourrait bientôt changer. Un égyptologue, qui a fouillé des tombes dans la vallée des rois, a découvert 2 momies qu'il pense être celles de Néfertiti et de sa fille. Selon les spécialistes, nous pourrions bientôt obtenir une réponse définitive quant à l'identité de ces 2 dépouilles. Si l'une d'elles s'avère être Néfertiti, nous pourrions être en présence d'une découverte majeure. L'analyse ADN et la tomographie de la momie pourraient nous offrir l'image la plus complète et précise de la reine que nous ayons jamais vue. Il est incroyable de penser que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui se cache en dessous de l'Égypte moderne. Néfertiti a régné sur l'Égypte pendant une période de grande puissance et de prospérité. Mais est malheureusement décédée au cours d'une période de troubles qui ont conduit à la perte de son site funéraire. Qui peut vraiment prédire où elle se trouve aujourd'hui ?
Tout se passa en 1708. Le 8 juin, le galion espagnol San José rentrait en Espagne depuis les Caraïbes. Au total, il y avait 17 navires. Le capitaine du San José savait qu'il allait avoir des ennuis, car des navires anglais rôdaient dans la région. Il savait qu'il serait à la recherche du trésor chargé sur les navires. La valeur du trésor venu du Nouveau Monde était si astronomique qu'il pouvait bouleverser le cours des événements en Europe. Pour être en sécurité, le galion espagnol devait atteindre Cartagena de Indias, là que se trouve aujourd'hui la Colombie. Malheureusement, un autre destin attendait le San José. Les 4 navires anglais apparurent. Le galion ne put leur échapper. Ils n'avaient d'autre choix que de faire demi-tour et de se battre. C'est alors que le chaos commença. Les drapeaux rouges indiquant que la bataille avait commencé. Les canons en action. L'odeur de la poudre. Personne ne sait exactement comment tout cela se termina. À la tombée de la nuit, il était difficile de voir clairement ce qui se passait. La seule chose qui est restée dans l'histoire est le naufrage du vaisseau amiral San José, puis le silence. Vaisseau amiral, le San José était un galion très important d'un point de vue stratégique. Il transportait une quantité incroyable de métaux précieux tels que de l'or et de l'argent, mais aussi des perles et des pierres précieuses telles que les émeraudes. Tout cela resta au fond de l'océan pendant les 3 siècles suivants. Mais comment ce trésor perdu se transforma-t-il en légende? Tout d'abord, les estimations financières du trésor avancées par les scientifiques choquèrent tout le monde. Le navire aurait transporté entre 7 et 12 millions de pesos. D'accord, ce n'est peut-être pas la fortune d'Elon Musk, mais aujourd'hui cela représente environ 10 milliards de dollars. Avec cet argent, vous pourriez vous offrir des jets privés, un parking de Lamborghini et même un joli manoir. Et encore, il vous resterait encore beaucoup d'argent. À l'instar des pièces trouvées sur le Titanic, on pourrait penser que tout cela a dû rouiller. Mais lorsqu'il s'agit d'or, les choses se passent différemment. Le Titanic ne transportait pas d'or, ou du moins pas beaucoup. Les bijoux qui se trouvaient sur le Titanic étaient des effets personnels. Or, ce qui est génial avec l'or, c'est qu'il ne réagit jamais avec l'oxygène. Cela signifie que l'or véritable ne rouille pas et ne ternit pas. Si votre collier en or devient un peu plus foncé, c'est le signe qu'il ne s'agit pas d'or pur, mais d'un alliage, ce qui est également intéressant, car vous pouvez facilement le nettoyer. Pour en revenir au trésor perdu de San José, les pièces d'or qui s'y trouvent, même plus de 300 ans plus tard, sont censées avoir le même aspect aujourd'hui que le jour où elles ont été frappées. Revenons maintenant à l'endroit où le navire est censé avoir coulé. Vous vous souvenez que je vous ai dit que le capitaine voulait se rendre au rivage où se trouve aujourd'hui la Colombie? Eh bien, le 4 décembre 2015, le navire a effectivement été retrouvé dans les eaux de la Colombie. Comme pour beaucoup d'autres choses importantes aujourd'hui, le monde l'a appris par un tweet, envoyé par le président colombien de l'époque, Juan Manuel Santos. Cela fait des décennies que l'on cherchait le San José, et une fois qu'il a été retrouvé, sa popularité n'a fait que croître, et les mythes à son sujet se sont multipliés. L'une des légendes fut racontée par le Seigneur Santos lui-même. Après la découverte de l'épave, il accorda une brève interview à la radio. Le fait est que la découverte était plutôt inattendue. De nombreuses personnes ont consacré beaucoup de temps et d'efforts à la recherche de cette épave, et beaucoup d'entre elles avaient même abandonné l'espoir de la trouver un jour. Juan Manuel Santos raconta comment l'épave avait été découverte. Lors d'un événement officiel à l'extérieur de la Colombie, il fut abordé par un homme. Celui-ci ressemblait au célèbre écrivain Hemingway. Il portait une barbe blanche et avait des cheveux blancs. La seule chose que voulait cet homme à l'allure d'Hemingway, c'était 2 minutes de temps de parole de Santos. Le président céda et écouta cet homme. Ce qui se passa ensuite est incroyable. L'homme sortit une carte ancienne, plus précisément une copie soigneusement encadrée, et dit au président que personne d'autre ne la connaissait. L'homme pointa du doigt un endroit précis, en déclarant que c'était l'endroit exact où se trouvait le trésor, et que cet endroit ne figurait sur aucune autre carte. Il assura qu'il savait où se trouvait le trésor. L'histoire avait l'air folle et pleine de capes et d'épées. Qui que fût cet homme, il s'avéra qu'il avait raison. Son identité reste un mystère pour tout le monde, mais d'une manière ou d'une autre, cet homme avait trouvé le financement, déterminé la zone à inspecter
et s'était même frayé un chemin jusqu'au président. Certes, le San José était rempli d'or, et celui qui le trouverait serait riche jusqu'à la fin de ses jours. Mais soyons réalistes, aucune personne ordinaire ne pourrait découvrir un tel trésor, car cela nécessite trop d'efforts et trop de fonds. Cela dit, qu'en est-il lorsque vous êtes passionné de chasse au trésor et que vous cherchez justement un coffre au trésor? Eh bien, je crois que j'ai une histoire à raconter sur des gens ordinaires qui cherchent et finissent même par trouver un vrai trésor. Voici Forrest Fenn, un millionnaire excentrique qui a caché un trésor de 1 à 5 millions de dollars. Sa valeur exacte n'a pas été identifiée. Monsieur Fenn lui-même a déclaré qu'il n'avait jamais essayé de l'évaluer. Le coffre contenait 265 aigles et doubles aigles en or américain, des pièces de monnaie anciennes, des pépites d'or et bien d'autres choses encore. Forrest a caché le coffre dans les montagnes rocheuses et a annoncé la chasse au trésor en 2010. Concentrons-nous un peu sur une carte et voyons à quel point les montagnes rocheuses sont vastes. En d'autres termes, les chasseurs de trésors devaient balayer les deux pays, les États-Unis et le Canada. Au début, il s'agissait d'une petite chasse au trésor dont seules quelques personnes étaient au courant. Mais quelque temps plus tard, la compétition prit de l'ampleur. Des dizaines de milliers de personnes se lancèrent à la recherche du trésor. Des recherches ont montré qu'au cours de la décennie, environ 300 000 personnes ont tenté leur chance à la recherche du coffre mystérieux. Pour annoncer la chasse, Forrest Fenn utilisa un poème de 24 lignes. Ce poème contenait des indices que la plupart des chasseurs de trésors ne réussirent non pas à décoder. Le coffre était si bien caché qu'il fallut 10 ans pour le découvrir. Il y eut également un blog intitulé « Thrill of the Chase », l'excitation de la chasse. Et le 6 juin 2020, Monsieur Fenn publia enfin la nouvelle tant attendue. Le trésor avait été trouvé. Forrest lui-même admit que toute personne lisant attentivement les instructions du poème pouvait trouver le trésor. Le poème fit le buzz sur Internet. De nombreux internautes essayèrent de décoder les 9 indices qu'il contenait. Certains d'entre eux donnèrent même des clés possibles pour décoder l'énigme. Ces spéculations ont peut-être aidé la personne qui trouva finalement le trésor. Au départ, Forrest Fenn lui-même ne savait pas qui avait déchiffré tous les codes du poème, traversé la forêt dense et récupéré le coffre. L'heureux élu avait préféré garder l'anonymat. Tout ce que nous savions, c'est qu'il s'agissait d'un homme originaire de l'Est des États-Unis. Le gagnant envoya une photo à Forrest Fenn et la chasse au trésor était officiellement terminée. Mais quelque temps plus tard, il se dévoila. Il s'agissait de Jack Stueff, un ancien journaliste et étudiant en médecine. Le trésor était caché sous une voûte d'étoiles dans une forêt des montagnes rocheuses. La végétation y est luxuriante, ce qui explique que le coffre ait été caché en profondeur. Le coffre n'a jamais été déplacé de l'endroit où il a été caché à l'origine. L'endroit exact est encore inconnu, mais nous savons que le trésor a été caché dans le Wyoming. Jack admit que tous les trésors annoncés n'avaient pas été trouvés dans le coffre. Une petite grenouille en or sur un collier et une bague en émeraude espagnole manquaient à l'appel. Forrest retrouva en effet la grenouille dans sa collection et la donna à Stueff, mais il ne retrouva pas la bague. La chasse au trésor créée par Forrest Fenn peut sembler extravagante, mais il a expliqué pourquoi il avait décidé de la lancer. La seule chose qu'il prétendait avoir en tête était de donner de l'espoir aux gens. Lorsqu'on entend le mot « momie », ça donne parfois froid dans le dos. En effet, la plupart d'entre nous associent ce mot à ces personnages effrayants que nous avons vus dans des films d'horreur. En réalité, les momies nous ont permis de comprendre beaucoup de choses sur les civilisations anciennes, sur ceux qui les gouvernaient, et sur la façon dont les gens vivaient à la perte de leurs proches. Les Égyptiens de l'Antiquité, qui croyaient qu'une certaine forme d'existence après la mort était possible si certaines conditions étaient respectées, sont le peuple le plus connu au monde pour ses momies. Ceux-ci préservaient effectivement les corps humains par le biais du processus de momification et plaçaient les momies dans des tombeaux équipés, un peu comme s'il s'agissait d'appartements. Pourquoi ce peuple y croyait-il? Eh bien, parce que la plupart étaient profondément liés à leur environnement naturel. Les Égyptiens étaient pleinement conscients des cycles naturels autour d'eux, comme le lever du soleil chaque jour ou de la lune la nuit, mais aussi de la façon dont la vie renaissait des plantes dans un cycle perpétuel, même à voir faner.
Il croyait également que le puissant esprit Osiris, qui représentait le cycle de la disparition et de la résurrection, jouait un rôle dans ce processus. Pour se préparer à l'au-delà, les Égyptiens de l'Antiquité suivaient certains rituels, comme la momification, qui consistait à utiliser des éléments aussi variés que le miel, les résines ou encore l'encens pour préserver les corps. Aucune momie n'est plus célèbre que celle du roi Tut, Toutankhamon. Ce jeune pharaon régna sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Un problème majeur lors de la découverte des tombes royales est que la plupart ont déjà été pillées au moment où on les retrouve. Le peuple savait que les souverains laissaient de nombreux objets de valeur à leur côté après leur mort, ce qui rendait ces lieux de sépulture vulnérables face aux voleurs. Étonnamment, lorsque la tombe du roi Tut fut ouverte en 1922, les gens se réjouirent, car elle n'avait pas été volée à l'instar de beaucoup d'autres tombes royales. C'est dire à quel point elle était bien cachée. À l'intérieur, sa momie était enfermée dans 3 cercueils au total, dont un en or. Les objets trouvés dans sa tombe furent très révélateurs de ce qu'était l'Égypte antique. L'étude de sa momie nous a également permis d'en savoir plus sur la culture et les pratiques en vigueur à l'époque où il est décédé. Enfin, les recherches liées à son ADN nous ont conduit à obtenir des informations sur sa famille. En outre, les scientifiques purent découvrir qu'il avait, par exemple, souffert de la maladie appelée le paludisme, et d'un problème au pied susceptible de l'avoir gêné lorsqu'il marchait. Ramsès II est un autre pharaon égyptien qui a régné pendant 68 ans, ce qui n'était pas rien à l'époque. Il est connu pour ses campagnes militaires d'expansion et ses réalisations architecturales. De nombreuses preuves datant de son règne existent encore aujourd'hui, notamment une grande statue à son effigie. Ramsès II mesurait environ 1,80 m et a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Après avoir examiné sa momie, les scientifiques conclurent qu'il souffrait peut-être d'une maladie affectant sa colonne vertébrale. Vous vous souvenez des voleurs que j'ai évoqués plus haut? C'est probablement à cause de ces derniers que Ramsès II termina dans le cercueil ordinaire d'une collection secrète de momies royales à Deir el-Bahari, qui a été redécouverte en 1881. Heureusement, les archéologues purent l'identifier, car ses voyages avaient été consignés sur ce qui l'enveloppait. Le processus de momification était très fastidieux. En effet, dans l'Égypte antique, la momification pouvait durer jusqu'à 70 jours. Une personne dédiée prononçait un discours très spécifique, tout en manipulant délicatement le corps et en le séchant à l'aide d'une sorte de sel appelé natron. On utilisait également du lin et de la résine pour que le corps paraisse plus vivant et pour l'envelopper dans un tissu. La tombe était tout aussi importante que la momification pour les Égyptiens de l'Antiquité. Les parois de la tombe du roi Tut, par exemple, étaient ornées d'œuvres d'art complexes représentant son voyage dans l'au-delà, depuis sa procession funéraire jusqu'à son passage aux enfers. Les Égyptiens antiques pensaient que tout le monde faisait ce voyage après sa mort et remplissaient donc les tombes d'objets et de peintures pour aider les défunts au cours de leur voyage spirituel. En outre, les murs de la tombe étaient décorés de formules tirées d'un livre spécial qui contenait une série de poèmes dont les Égyptiens pensaient qu'ils aideraient les gens à atteindre l'au-delà. Fait soulignant l'importance de ce voyage, les gens plaçaient même de la nourriture dans ces tombes antiques. Dans la tombe du roi Tut, les archéologues découvrirent 36 jarres de boissons antiques et 8 paniers de fruits, déposés là pour l'aider dans son voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens pensaient que le voyage vers l'au-delà prenait beaucoup de temps et laissaient donc des provisions conséquentes pour soutenir leurs proches. Les pharaons possédaient généralement de nombreux vêtements luxueux et de beaux bijoux dans leurs tombes afin de s'assurer que leur tenue serait à la hauteur de leur statut lors de leur voyage. On a retrouvé des vêtements en lin tels que des tuniques, des écharpes, des gants et des coiffes. De nombreux bijoux en or ornés de pierres précieuses, des bracelets aux boucles d'oreilles, en passant par des colliers et des bagues, mais aussi des représentations d'insectes censés les protéger. Certaines tombes contenaient même des éventails en ivoire et en plumes d'autruche pour les garder au frais dans l'au-delà. Aussi fou que ça puisse paraître, certains souverains de l'Antiquité furent placés dans leurs appartements éternels avec des bateaux. Par exemple, le pharaon Khufu fit construire la grande pyramide de Gizeh pour en faire son tombeau, et un grand bateau fut retrouvé à l'intérieur. Le roi Tut, quant à lui, fut enterré avec plusieurs pagis de bateaux, mais pas de bateau à proprement parler. À la place, il avait 3 chars et de nombreux bâtons de marche en matériaux précieux.
ce qui indique peut-être qu'ils souhaitaient se rendre dans l'au-delà par la terre et non par l'eau. Parmi les objets les plus intéressants trouvés près des momies antiques, on trouve des flacons d'huile et de parfums. Si les souverains étaient censés toujours être à la dernière mode, pourquoi ne pas sentir bon par la même occasion, n'est-ce pas? Certains d'entre eux possédaient également des jeux de société, la plupart fabriqués dans des matériaux précieux, comme l'or ou l'ivoire. L'un de ces jeux, le Senet, était très populaire en Égypte antique et ressemblait beaucoup aux échecs modernes. Les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être les momies les plus célèbres, mais ce ne sont pas ceux qui inventèrent la momification. En réalité, tout commença en Amérique du Sud, avec un peuple ancien appelé Chinchorro. D'après ce que nous savons aujourd'hui, ce peuple fut le premier à momifier ses proches défunts et suivit en cette tradition pendant environ 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent leur propre rituel. Certes, l'étude de ces momies permet d'en apprendre beaucoup sur les souverains de l'Antiquité, mais jusqu'à récemment, nous n'avions encore aucune idée de ce à quoi les défunts ressemblaient vraiment de leur vivant. Cependant, il n'y a pas si longtemps que cela, des peintures de momies très particulières furent découvertes par des archéologues qui étudiaient des objets égyptiens antiques. Ces portraits de momies sont des peintures très détaillées d'individus réalisés de leur vivant. Ils étaient souvent peints sur du bois, contrairement aux portraits sur toile classiques que nous connaissons tous. Ces portraits sont appréciés pour leur réalisme et leur beauté, et ont même été utilisés par des chercheurs pour diagnostiquer des maladies en les comparant aux momies correspondantes. Certains de ces portraits comportent également des représentations de bijoux, qui ont été retrouvés plus tard sur les momies. La découverte récente de ces portraits de momies en Égypte centrale revêt une grande importance, car c'est la première fois depuis plus d'1 siècle que de telles peintures sont retrouvées. Les momies sont apparues partout dans le monde de manière naturelle. En effet, la momification peut se produire sans que l'homme n'intervienne, en raison de conditions naturelles. Par exemple, des environnements extrêmement froids ou chauds, des endroits où l'oxygène manque, ou une exposition accidentelle à des produits chimiques qui préservent le corps. Les conditions que je viens de citer ne permettent pas aux bactéries de se développer, ce qui fait que le corps reste plus ou moins intact. Le célèbre Otzi est l'une de ces momies. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme ayant vécu il y a environ 5000 ans en Europe, mais lors de sa découverte dans les Alpes en 1991, les autorités autrichiennes crurent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne en raison de la bonne conservation du corps. Cependant, après avoir retiré l'homme des glaces du glacier, il fut établi qu'il datait en fait de l'âge du cuivre. Vous souvenez-vous de 2011? Eh bien, ouvrez grand vos oreilles. Un plongeur s'apprête à s'immerger profondément dans les eaux du fleuve Musi, situé au cœur d'une île indonésienne. Il est l'un des nombreux chanceux à avoir retrouvé des artefacts incroyables au fond de celui-ci. Plongeurs et pêcheurs découvrent peu à peu une civilisation de Sumatra disparue depuis longtemps. Connue sous le nom de la Cité éclatante, la cité-État de Sriwijaya était probablement la plus proche d'un véritable Eldorado à avoir jamais existé. Elle a toutefois disparu à la fin du XIIIe siècle. Et jusqu'à récemment, les chercheurs ne connaissaient même pas l'emplacement exact de celle-ci. Imaginez une civilisation bâtie sur un fleuve, un véritable monde aquatique, selon les archéologues qui ont étudié Sriwijaya. Les maisons, les marchés et les lieux de culte ont été érigés sur des pilotis de bois, au-dessus du niveau de l'eau. Ces habitants se déplaçaient, comme les Vénitiens modernes, dans de simples bateaux. Sriwijaya était connu comme un empire maritime prospère et respecté. Il a existé du 7e au 11e siècle. Il faisait partie de la route de la soie, et toute personne voyageant d'est en ouest devait transiter par la cité. Ces souverains étaient avisés et sont parvenus à prendre le contrôle du détroit de Malacca, permettant ainsi à la cité d'obtenir un contrôle total sur les routes commerciales de la région. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son nom avait quelque chose d'honorifique. Sriwijaya se traduit du sanskrit par « éclatante victoire » ou simplement « glorieuse ». La cité était un important comptoir commercial de l'époque. Elle était stratégiquement située sur les routes commerciales les plus influentes de l'ancien monde, ce qui signifie que ses habitants sont devenus extrêmement riches. Les anciennes sociétés les plus prospères avaient pour habitude d'exhiber ouvertement leur or et leurs richesses. Elles utilisaient souvent ces métaux précieux en guise d'offrandes à leurs divinités. Ou elles les utilisaient pour créer de grandes statues et pour en faire les parures de leurs rois et de leurs reines, ainsi que les décorations de leurs palais. Sriwijaya n'échappait pas à la règle. Des plongeurs indonésiens, qui ont exploré la moitié du fleuve Musi, près de la ville de Palembang,
en ont retrouvé certaines traces. Jusqu'à présent, ils ont découvert une statue grandeur nature de Bouddha, des bijoux incrustés de pierres précieuses, des cloches de temple, des miroirs, des cruches en or, et bien d'autres objets. Aucune fouille archéologique officielle n'a été effectuée dans la région. Ces artefacts sont donc les premiers éléments de l'empire de Sriwijaya jamais retrouvés. Sean Kingsley, un archéologue maritime britannique qui a rapporté ces découvertes, ne cache pas sa surprise. Longtemps, les gens ont spéculé sur la véritable richesse de Sriwijaya. Et il semble que les rumeurs aient été confirmées. Nous partons de zéro, dit-il. Nous ne savons pas quels vêtements portaient les habitants de Sriwijaya, quels étaient entre leurs goûts, ou quel genre de poteries ils utilisaient pour se nourrir. Même si cette découverte a suscité un certain enthousiasme dans la communauté scientifique, il y a un revers à cette médaille. Les plongeurs et les pêcheurs revendent les artefacts récupérés sur le marché international des antiquités, avant même que les archéologues n'aient pu les examiner. Les chercheurs pourraient essayer d'acquérir certains articles, mais ils sont vendus pour des millions de dollars à travers le monde entier. La plupart des informations dont nous disposons au sujet de cet Eldorado de l'Orient provient des récits de marchands. Ces descriptions relatent que Sriwijaya était un royaume de serpents, mangeurs d'hommes et de perroquets multilingues. Voilà qui n'est pas banal. Certains affirment que ces volcans actifs donnaient à la cité un aspect irréel et inquiétant. Et toutes ces histoires soulignent la quantité d'or dont elles foisonnaient. Les récits de voyage étaient une façon courante de décrire les villes dans les temps anciens. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est ainsi que la légende d'Eldorado a débuté à l'origine. Alors que les explorateurs européens débutèrent leur excavation des terres sud-américaines au XVIe siècle, il se disait qu'une civilisation amazonienne avait pour coutume de peindre ses chefs en or et d'offrande aux divinités. La légende de El Hombre Dorado, alias l'homme doré, a commencé à se répandre rapidement à travers l'Europe. Il s'est avéré que ce n'était là que la pratique cérémonielle d'une civilisation précolombienne. Celle-ci n'indiquait aucunement des ressources en or illimitées. Personne ne sait ce qui a provoqué le déclin de l'empire Sriwijaya. Certains avancent que ces volcans actifs auraient pu l'engloutir, ou peut-être que les maisons de bois construites au-dessus du fleuve ont fini par couler. Peut-être que si les plongeurs continuent de récupérer des objets perdus au fond de l'eau, les archéologues pourront déterminer ce qui est vraiment arrivé à la ville. Il semble que cela soit assez courant dans l'histoire du monde. Certaines civilisations anciennes ont disparu sans laisser de traces, comme cela s'est produit avec la civilisation Maya, par exemple. Les Mayas ont réussi à bâtir l'un des plus grands empires de l'Amérique précolombienne. On pensait qu'il abritait plus de 2 millions de personnes, et il a prospéré pendant plus de 6 siècles. Sa disparition soudaine est une chose qui intrigue les archéologues et les scientifiques. Les Mayas ont commencé à s'implanter en Amérique du Sud dès 1500 avant notre ère. Leur civilisation s'étendait de la péninsule du Yucatan au Mexique jusqu'au Guatemala en passant par le Belize. On pense qu'ils ont érigé environ 40 villes à l'apogée de leur empire. Ils ont également développé un système complexe de hiéroglyphes qui est étudié depuis sa découverte par les scientifiques modernes. Les Mayas étaient de fervents ingénieurs, astronomes et agriculteurs. Il s'agissait d'un peuple post-nomade qui s'était installé dans de vastes zones de terres agricoles, où ils pouvaient cultiver du maïs et d'autres types de légumes. Les archéologues en apprennent encore beaucoup sur la civilisation maya en inspectant ses ruines. La ville de Chichén Itzá, située dans la péninsule du Yucatan, est l'un des sites mayas les plus importants découverts à ce jour. Le site compte un total de 26 ruines et abrite une pyramide mondialement célèbre, connue sous le nom d'El Castillo. Elle se compose d'une série de terrasses carrées avec des escaliers sur chacun des 4 côtés du temple. Elle a été construite en hommage au dieu serpent à plumes. Les Mayas étaient de tels prodiges de l'architecture qu'ils ont réussi à construire une pyramide qui projetait une ombre particulière. Plus précisément, en fin d'après-midi pendant les équinoxes de printemps et d'automne, la pyramide projette plusieurs ombres triangulaires qui créent l'illusion d'un serpent à plumes rampantes le long de l'édifice. Et ils ont créé cela sans aucune des technologies que nous avons aujourd'hui. La ville est tellement incroyable que depuis 2007, elle est considérée comme l'une des 7 merveilles du Nouveau Monde. La civilisation maya a prospéré pendant plus de 6 siècles grâce à un système de gestion des ressources avisé et à de solides connaissances astronomiques. Les Mayas étaient capables de prédire avec précision les éclipses et, au seul moyen de leur technologie rudimentaire, pouvaient même localiser Vénus et Mars. Ils avaient mis tout ce qu'il fallait pour prospérer beaucoup plus longtemps qu'ils ne l'ont réellement fait.
C'est pourquoi la chute des Mayas intrigue autant les scientifiques modernes. Personne n'a été capable de comprendre tout à fait ce qui a conduit à leur déclin, du moins jusqu'à une découverte récente. Une étude réalisée par la NASA prétend pouvoir expliquer ce qui aurait pu se passer. Les archéologues ont découvert un échantillon de pollen piégé pendant plus de 1200 ans dans d'anciennes couches de sédiments lacustres, qui remontent à l'époque précédente pour le fondement de cette civilisation. L'analyse a révélé quelque chose de complètement nouveau sur les Mayas. Au lieu des hypothèses qui suspectaient Nilay que les Mayas auraient disparu en raison d'une terrible épidémie ou d'un conflit prolongé dans la région, cela pourrait être dû à la déforestation. Il se peut que pour construire tout leur royaume, ils aient dû abattre beaucoup d'arbres. Sans arbres, leur sol aurait pu s'éroder, et toute leur terre fertile aurait pu lentement mais sûrement devenir stérile. Selon les chercheurs de la NASA, les températures dans la région auraient pu augmenter d'environ 6 degrés. Et à partir de ce moment-là, le sol serait devenu encore plus sec, et les cultures plus difficiles à entretenir. En gros, la NASA dit que les Mayas sont devenus incapables de faire la seule chose qui les faisait prospérer, à savoir l'agriculture, et leur royaume a commencé à décliner. Ah, oui, et cette théorie a été étayée par une autre découverte. Les archéologues ont retrouvé des squelettes datant de l'époque de leurs anciens royaumes. Ceux-ci présentaient des signes évidents de malnutrition. Cette théorie pourrait réellement apporter un nouvel éclairage sur l'histoire des Mayas. Elle pourrait expliquer ce qui a conduit à la chute d'une civilisation aussi puissante. Qu'en pensez-vous? Quelle théorie semble vraie? Avons-nous réellement réussi à découvrir la raison de la chute de la civilisation Maya? Imagine que tu as 15 ans et que tu en as assez de jouer à des jeux vidéo. À la place, pour passer le temps, tu décides d'accorder un peu d'attention à tes vieux hobbies. Retrouver des cités mayas perdues. Tu as entendu dire que certaines civilisations anciennes auraient construit des villes entières en se basant sur les constellations. Alors, tu décides de vérifier si cela est vrai pour les Mayas. Tu trouves un livre contenant toutes les constellations que la civilisation Maya croyait exister. Tu ouvres Google Maps et tu cartographies toutes les anciennes villes mayas découvertes à ce jour. Tu commences à voir que ces informations correspondent réellement. Les plus grandes villes mayas anciennes correspondent aux étoiles les plus grandes et les plus brillantes des constellations mayas. Ok, ça devient intéressant. Tu as réussi à cartographier plus de 100 villes anciennes quand tu remarques soudain quelque chose d'étrange. Il y a une zone dans la péninsule du Yucatan au Mexique où les archéologues ont mis à jour 2 cités mayas. Mais sur la carte des constellations, il y a 3 étoiles. Cela pourrait-il signifier qu'il y a une ville perdue depuis longtemps qui attend d'être découverte? Tu pourrais trouver ça très naïf. Mais l'histoire est vraie. Elle est arrivée à un adolescent canadien nommé William Gadouri. Ce garçon est connu comme un génie des sciences et a même remporté un prix pour la théorie des constellations que nous venons de présenter. Lorsqu'il a remarqué qu'il manquait une 3e ville dans la 23e constellation qu'il examinait, il a commencé à parcourir Internet, à la recherche de photos satellites qui pourraient l'aider à résoudre ce mystère. Il a examiné des images de la NASA, de la JAXA, une société de satellites basée au Japon, et de Google Earth. Ces images étaient encore insuffisantes pour répondre à ces questions. Alors il a contacté un ami au sein de l'agence spatiale canadienne. Son ami lui a fourni des images satellites à la pointe de la technologie qui lui ont donné la réponse qu'il cherchait. D'après les images, il y a une grande zone carrée, juste à la frontière du Mexique et du Belize, qui ressemble au reste d'une cité. William a montré les images à un expert en télédétection, le docteur Armand Larocque, de l'Université du Nouveau-Brunswick. Ils ont étudié les images en profondeur et ont conclu que la zone pourrait abriter 30 bâtiments et même une grande pyramide. La communauté scientifique et archéologique a été exaltée par la trouvaille de cet adolescent de 15 ans. Cela pourrait-il être vrai? D'abord, un peu de remise en contexte. Les villes mayas perdues ont commencé à être redécouvertes au milieu du XXe siècle. Depuis, on a trouvé des ruines de villes comme Tikal, Palenque et Uxmal. Les Mayas étaient l'une des grandes civilisations précolombiennes vivant sur le continent américain. Ils ont commencé à s'installer dans la région dès 1500 avant Jésus-Christ. Les experts pensent qu'à son apogée, la civilisation maya comptait plus de 40 villes, avec une population de plusieurs millions de personnes. Ce qui était énorme à l'époque, et leurs villes étaient plutôt intéressantes. Leur civilisation s'étendait sur la péninsule du Yucatan au Mexique, au Guatemala et au Belize.
Ils survivaient principalement grâce à l'agriculture, ayant développé un système d'irrigation complexe dans la plupart de leurs villes. Ils ont construit une série de bâtiments cérémoniels, de pyramides, des places et même des terrains pour les jeux de balle. Les Mayas étaient de fervents bâtisseurs de pyramides, mais ils ont aussi développé un système astronomique avancé. Avec la technologie ancienne dont ils disposaient, ils ont pu prédire l'emplacement exact de planètes comme Vénus et Mars. Et ils ont pu prévoir les dates exactes des éclipses. C'est pourquoi la méthodologie utilisée par William pour découvrir cette ville maya perdue depuis longtemps était inhabituelle, mais pas complètement aberrante. Les Mayas étant des astronomes compétents, il ne serait pas trop étrange qu'ils aient construit leur grande prouesse architecturale en fonction du ciel, n'est-ce pas? Et ils ne seraient pas les premiers à l'avoir fait. Une célèbre frange de l'égyptologie se consacre à étudier comment les pyramides de Gizeh ont été construites en parfait alignement avec la constellation d'Orion. Cela signifie que chaque pyramide a été construite à dessein pour s'aligner avec l'une des étoiles majeures de la ceinture d'Orion. William affirme qu'il a eu l'idée de regarder les constellations mayas parce qu'il ne comprenait pas pourquoi les Mayas avaient construit leurs villes là où ils les avaient construites. La plupart des grandes villes, comme Chichén Itzá et Uxmal, ne sont pas proches de rivières ou de plans d'eau importants. Au lieu de cela, elles sont construites sur des terres pauvres et au sommet de montagnes, ce qui a déconcerté le jeune homme de 15 ans. Il a ensuite pensé que cela pouvait avoir un rapport avec l'astronomie. William a nommé la nouvelle ville qu'il a découverte Bouche de Feu, et il a même gagné un prix du mérite pour son travail acharné. Cependant, sa théorie a été très contestée au sein de la communauté archéologique, et de nombreux experts mayas ont travaillé à démentir les découvertes de William. Certains archéologues affirment que les théories des constellations sont trop peu scientifiques. Anthony Aveni, un anthropologue et astronome renommé, a qualifié la méthodologie de William d'acte d'imagination créative. Il a expliqué qu'il n'y a aucun moyen d'être sûr de ce qu'étaient réellement les constellations mayas, tout cela n'étant que purement hypothétique. Un autre spécialiste qui a démystifié les découvertes de William est le mayaniste David Stuart, qui a déclaré que l'objet identifié sur l'imagerie satellite n'est rien d'autre qu'un vieux champ de maïs. Son affirmation a été soutenue par une expédition qui a eu lieu près de la zone en 2021, lorsque les archéologues présents ont signalé qu'il n'y avait rien du tout dans cette zone. Malgré tout, un garçon de 15 ans a presque trouvé une ville maya perdue depuis longtemps, ce qui en soi est assez admirable. Des techniques similaires à celles utilisées par William sont d'ailleurs désormais utilisées pour déterrer des civilisations perdues dans le monde entier. Selon l'archéologue spatial Sarah Parcak, l'imagerie satellite a joué un rôle clé dans la découverte de villes anciennes en Égypte et dans d'autres endroits. Sarah Parcak elle-même passe la plupart de ses journées à parcourir les images à la recherche du moindre signe d'endroit où il aurait pu y avoir des villes il y a longtemps. Ce qui se passe, explique-t-elle, c'est que chaque fois qu'on a quelque chose d'enterré, il va être recouvert soit par la végétation, la terre ou le sable, soit par une autre construction moderne par-dessus. Pour évaluer s'il y a quelque chose de caché sous de grandes voûtes de végétation, elle utilise notamment la technologie infrarouge. Une grande découverte récente au Brésil a été faite de manière similaire. L'imagerie satellite a détecté un réseau de tranchées datant de l'an 200 à 1200 de notre ère. Celle-ci suggère des établissements qui auraient pu faire vivre environ 60 000 personnes. Dans ce cas, l'imagerie satellite correspondait bien à ce qui se trouvait au sol. Les chercheurs de l'Université de Floride ont trouvé plusieurs monticules accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont également trouvé des vestiges de murs soigneusement conçus, centrés autour de places, tout comme le type de construction réalisé par les anciens Mayas. Les progrès de la technologie satellite ont également permis de jeter un nouvel éclairage sur d'anciennes cités mayas découvertes depuis longtemps, comme Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal aurait été la capitale de l'ancien empire maya. À son apogée, elle était comparable en importance à des villes comme Londres ou New York dans le monde d'aujourd'hui. Elle est composée d'une série de monuments complexes, dont beaucoup sont censés avoir été les lieux de repos des rois et des chefs. Tikal est déjà connue pour avoir été grande, mais des découvertes récentes montrent qu'elle pourrait avoir été 3 fois plus grande que ce que les scientifiques croyaient à l'origine. La principale découverte concerne une fortification à la périphérie de la ville, qui indique à quel point la ville originale s'étendait. Et de nouvelles découvertes ont encore lieu. En 2017, les chercheurs ont déterré de nouveaux indices concernant les causes potentielles du déclin de la civilisation maya.
En utilisant les données d'un site à Ceibal, situé à environ 100 km au sud-ouest de Tikal, les scientifiques ont analysé les données de radiocarbone, de céramique et de fouilles archéologiques pour extraire de nouvelles informations sur la disparition soudaine de cette grande civilisation. Les informations montrent qu'au lieu d'un effondrement soudain, les Mayas ont probablement décliné par vagues d'instabilité sociale et de crise politique. On pense que ces événements ont affaibli les centres-villes des Mayas et ont commencé à provoquer la dispersion de la population. Alors, prêt à endosser ton costume d'aventurier pour aller découvrir des ruines anciennes ? Imagine que tu découvres une ville antique sans même avoir à quitter le confort de ta maison. En 1963, c'est exactement ce qu'a fait un homme dans la province de Nevşehir, en Turquie. Alors qu'il était en train de rénover sa maison, il a abattu un mur dans son sous-sol et a découvert une pièce mystérieuse. Il a continué à creuser et a vu un tunnel. C'est ainsi que la ville souterraine de Derinkuyu a été mise au jour. Derinkuyu est l'une des cités souterraines les plus profondes de Cappadoce et de toute la Turquie. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie compte 8 étages et les habitants avaient accès à des caves, des entrepôts, des chapelles, une école, une salle d'études et bien d'autres structures. Tous les étages sont connectés par un vaste réseau de tunnels. On pense que cette ville souterraine a été construite pour servir d'abri, puisqu'il est impossible de distinguer la construction de l'extérieur. Sa profondeur est d'environ 85 mètres et le complexe était suffisamment grand pour abriter environ 20 000 personnes, ainsi que leur bétail et leurs réserves de nourriture. Il y a également un puits d'aération long de plus de 50 mètres. Les gens l'utilisaient à la fois pour la ventilation et comme source d'eau potable. Le puits fournissait ainsi de l'eau aux villageois de la surface et à ceux qui se cachaient dans la ville souterraine. Il est intéressant de noter que les habitants des niveaux inférieurs pouvaient couper l'accès à l'eau des niveaux supérieurs ainsi que de la surface. L'eau était ainsi préservée de tout risque d'empoisonnement. L'endroit a été conçu comme une véritable place forte. Les tunnels pouvaient être bloqués de l'intérieur par d'énormes portes roulantes de pierre et les passages étaient extrêmement étroits. Les envahisseurs potentiels devaient donc pénétrer dans les tunnels un par un. On dirait qu'ils avaient pensé à tout au 7e siècle avant notre ère. Les archéologues pensent que ce sont les Phrygiens qui ont construit les premiers étages. Après eux, la structure a été mise à profit et encore améliorée à l'époque romaine. C'est à ce moment que les chapelles ont été ajoutées. L'âge d'or de Derinkuyu se situe cependant durant l'ère byzantine. Mais comment ces gens ont-ils réussi à créer de pareils tunnels ? La roche dans laquelle ils ont été creusés n'avait rien d'ordinaire. Il s'agissait d'une roche volcanique remarquablement tendre. Elle est apparue des suites d'un processus géologique qui avait commencé il y a des millions d'années. Les éruptions volcaniques ont alors recouvert la région d'une épaisse couche de cendres, et ces cendres se sont ensuite agglomérées pour former cette roche tendre. Lorsque les forces naturelles du vent et de l'eau ont érodé les parties les plus friables, seuls les éléments durs sont restés. Fait amusant, les cheminées de fées sont également constituées de roches volcaniques tendres aux formes complexes. Mais celles-ci se sont formées naturellement, sans aucune intervention humaine. Nous sommes toujours en Turquie, mais cette fois, notre destination est Çanakkale, où un mythe a pris vie. Pendant 3000 ans, on a cru que l'Iliade d'Homère n'était que pure fiction et que Troie n'avait jamais existé. En 1863, tout a changé. Frank Calvert, un Britannique expatrié, a découvert des ruines antiques dans l'ouest de la Turquie. Il était convaincu qu'il s'agissait de l'ancienne ville de Troie. Heinrich Schliemann, quant à lui, a étudié la région en 1868. C'est alors que Troie est revenue à la lumière après tous ces siècles. Troie présente des strates complexes. Au fil des ans, 9 cités antiques ont été érigées les unes sur les autres. Selon les historiens, la région occupait une position stratégique entre l'Europe et l'Asie, ce qui lui a permis de devenir un centre commercial et culturel prospère. Cette position clé a rendu Troie attrayante tout au long de l'histoire. Après le conflit troyen, cependant, la ville a été abandonnée entre 1100 et 700 avant notre ère. Des colons grecs ont ensuite redécouvert la région et Alexandre le Grand y a régné pendant un temps. Les Romains ont ensuite pris la ville. Et en parlant de son histoire, la première chose que l'on voit en visitant le site est une réplique du cheval de Troie, faite de bois, provenant du film tourné en 2004. Notre prochain arrêt est la ville de Lothal.
Dans les années 1950, Lothal et plusieurs autres sites arapéens ont été retrouvés en Inde. Ces provinces ont repoussé les limites connues de la civilisation de la vallée de l'Indus. Lothal était une partie importante de la civilisation arapéenne. Elle possédait de vastes champs de coton et de riz. De plus, il s'y trouvait une manufacture de bijoux perlés, fabriqués à partir de pierres semi-précieuses comme l'agate. Beaucoup de ces perles ont été retrouvées plus tard en Mésopotamie, ce qui prouve que Lothal était un port commercial prospère. Les archéologues pensent que la ville faisait partie d'une ancienne route commerciale. Des traces d'agriculture? Oui. Des traces de commerce? Absolument. Et quoi d'autre? Des vestiges de bâtiments résidentiels, de rues, de trottoirs et d'égouts. Un véritable plan d'aménagement et un exemple frappant des débuts de l'urbanisme. La ville était fort bien conçue et il s'y trouvait même des maisons complexes. Certaines d'entre elles comptaient jusqu'à 6 pièces, des salles de bain, une grande cour et même une véranda. Lothal possédait également le plus ancien port connu au monde. Il reliait la ville au fleuve Sabarmati et à sa route commerciale. L'ancienne cité maya de Calakmul est située dans le sud du Mexique, dans la forêt tropicale des Tierras Bajas. Du 6e au 9e siècle, Calakmul comptait plus de 50 000 habitants. Il y avait là une place centrale entourée de faubourgs extérieurs. Et si l'on additionne les habitants de cette périphérie et ceux qui vivaient au centre, Calakmul comptait pas moins d'1,5 million d'habitants. Cette ville aura été habitable pendant près de 12 siècles. On pense que ce lieu comptait plus de constructions que tous les autres sites mayas retrouvés dans la région. Ce n'est qu'après l'an 1000 de notre ère que la civilisation maya s'est effondrée. Ainsi, le peuplement qui était autrefois le centre névralgique de la Mésoamérique a été presque complètement abandonné. L'ancienne cité se trouvait au cœur de la seconde plus grande forêt tropicale d'Amérique. Et le site est bien préservé, si bien qu'aujourd'hui, si tu le visitais, tu n'aurais aucun mal à te représenter la vie des anciens Mayas. Les vestiges de la ville comprennent des complexes architecturaux et des monuments sculptés, des systèmes défensifs, des carrières, des réseaux de distribution de l'eau, des terrasses destinées à l'agriculture, des pyramides massives, ainsi que des palais, sans oublier une variété d'ornements et d'objets divers. Cela prouve que des sociétés complexes, organisées en États, vivaient dans cette forêt tropicale. Les Mayas rendaient souvent hommage à la nature dans leurs fresques, leurs poteries, leurs sculptures, leurs rituels et même leur alimentation. Passons maintenant à un endroit que les gens ne croyaient même pas exister. La cité de Tonis Héracléion n'apparaît que dans quelques inscriptions et textes anciens. Il s'avère qu'elle attendait d'être découverte depuis des milliers d'années. Les scientifiques ont fouillé la majeure partie de la côte égyptienne, c'est alors que l'archéologue Franck Gaudiot et son équipe ont détecté un visage colossal qui les regardait depuis le fond marin. La cité antique d'Héracléion a été découverte complètement submergée à 6 km des côtes d'Alexandrie. Dans les ruines de la cité perdue se trouvaient 64 navires, 700 ancres et un monceau de pièces d'or. Les archéologues considèrent que les vestiges du temple, flanqués d'une statue de 5 mètres de haut, sont les découvertes les plus importantes de cette expédition. Il y a longtemps, la cité organisait des cérémonies et des fêtes dans le temple d'Amon. Les ruines et les objets retrouvés sont faits de granit et de diorite et sont donc restés en bon état, même après avoir été au contact de l'eau pendant des siècles. Ils donnent un aperçu de ce qu'était la vie il y a 2300 ans, dans l'un des plus importants ports commerciaux au monde. La ville disposait d'un réseau de canaux. On peut la comparer à une sorte de Venise de l'Égypte ancienne. Et ces canaux reliaient de nombreux ports et points d'ancrage. Des tours, des temples, des maisons et d'autres structures étaient également connectés par des ponts. Tonis Héracléion était le principal comptoir du pays pour le commerce et la collecte d'impôts. Personne ne sait vraiment comment la ville s'est retrouvée submergée, mais les archéologues l'attribuent à des causes naturelles. À la fin du IIe siècle avant notre ère, probablement à la suite d'une inondation, Héracléion a été recouverte d'eau. C'est alors qu'Alexandrie, la ville fondée par Alexandre le Grand, est devenue plus glorieuse qu'Héracléion. Avant la renommée de celle-ci, Héracléion était le principal port d'entrée en Égypte. Ainsi, après la catastrophe, de nombreux navires faisant cap sur Héracléion ont dû changer d'itinéraire pour se diriger vers Alexandrie. Héracléion a alors sombré dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte en 1933. Mesa Verde est un parc national américain situé dans le Colorado.
Ce parc représente la plus grande réserve archéologique des États-Unis, avec plus de 5000 sites, dont 600 habitations à flanc de falaise. Mesa Verde signifie « la table verte » en espagnol. Elle doit ce nom à la forme des montagnes de la région, avec leurs sommets plats et leurs flancs abrupts. Le parc est un site archéologique de l'ancien peuple des Anasazi. À partir de 7500 avant notre ère, un groupe de paléo-indiens nomades a vécu de façon saisonnière à Mesa Verde. Ils étaient chasseurs, cueilleurs et cultivateurs, et ce sont eux qui ont construit les premiers pueblos de la région. À la fin du XIIe siècle, les habitants de Mesa Verde ont commencé à construire des habitations massives à même la falaise, qui sont aujourd'hui les structures les plus connues du parc.